Bonjour à toutes et tous, salut Morgane, salut Sergio, salut Volca, salut Bandini, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer parce que vous êtes très nombreux. Bienvenue dans le Talk de France Info, heureux de vous retrouver après une longue semaine de congé, une trop courte semaine de congé. On est ensemble pour 2 heures jusqu'à 19h, 2 heures pour aller écouter ce que l'actu fredonne, frelonne, bourdonne, 2 heures pour retrouver le vrai dans la grande mode de foin du faux, 2 heures pour causer d'actu économique, diplomatique, géostratégique, politique, scientifique, du web, de la tech, des rêves et puis peut-être des idées. Comme d'habitude, vous posez vos questions dans le chat et moi je les passe aux invités. Comme vous pouvez le voir, après de nombreux mois, on a enfin changé d'habillage. On espère qu'il vous plaît. En tout cas, il nous ressemble plus que l'ancien. Dites-nous dans le chat si ça vous plaît ou pas. On ne le changera pas de toute façon. Au programme de ces 2 heures, de 18h à 19h, une halte à l'hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre de la France, François Bayrou, qui devrait parvenir à y prolonger son bail grâce à l'indulgence des socialistes sur le budget. Le Parti socialiste, qui, comme le Rassemblement national, n'ont finalement pas voté, ne voteront vraisemblablement pas de motion de censure pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou, avec dans le marathon de l'examen des budgets de l'État et de la sécurité sociale, bientôt peut-être la ligne d'arrivée, ce sera jusqu'à 18h, heure à laquelle nous irons nous pencher à l'oreille de ceux qu'on entend peu, qui aimeraient bien qu'on les entende un peu plus, qui aimeraient bien qu'on leur envoie autre chose que des CRS parfois, qui aimeraient aussi se faire une place dans une société qui parfois ne semble pas vraiment vouloir d'eux. Eux, ce sont les jeunes, entre guillemets. Vous êtes le jeune, on est tous le jeune de quelqu'un, vous allez me dire. Mais ce jeune-là, ce jeune qui a une vingtaine d'années, il a un peu peur, il a un peu peur de l'avenir, un peu peur du marché du travail aussi, un peu peur de l'entreprise et un peu peur aussi de l'école. Le jeune, ce jeune, vous les jeunes, ont le sentiment aussi que tout le monde n'a pas les mêmes chances et il aimerait bien qu'on l'écoute, le jeune, si l'on en croit une récente étude menée par l'Institut de sondage Ipsos pour l'association Article 1. Et pourtant, quand on a 20 ans, 2025, on en a quand même la foi. On croit que les choses finiront par aller bien, encore que ça dépend d'où on vient, c'est ce que nous verrons jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h05, passé de 50 secondes à Paris, la même heure à Tourcoing et Saint-Dizier. Et dans les colonnes de Libération, ces quelques mots, lundi, une bien étrange ambiance, un long dimanche qui ne nous dit rien qui vaille, une sorte de calme avant la tempête, écrivait ainsi avant-hier Paul Quignot, directeur de la rédaction de Libé, et justement à l'Assemblée nationale, François Bayrou. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans leur version adaptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement et figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidente de l'Assemblée nationale. Une bien étrange ambiance et pourtant pas de coup de théâtre, a priori, pas de coup de théâtre à venir non plus. La France devrait avoir son budget, elle gardera même un gouvernement, puisque le Rassemblement national et le Parti socialiste ont finalement rangé dans leur veston leurs intentions de voter les motions de censure qui auraient pu faire tomber le gouvernement de François Bayrou. François Bayrou, le Premier ministre, qui peut désormais projeter son action un peu plus loin qu'entre les 4 murs d'une semaine ou d'un petit mois. Bonjour Anne-Sophie Alzif. Bonjour. Sophie, tu es chef économiste de BDO, pardon. Tu es docteur en sciences économiques et professeur d'économie à la Sorbonne. À tes côtés, Sébastien Schnegans. Salut Sébastien. Salut, bonjour. Journaliste politique au Point. Et en face de moi, à tes côtés, Emmanuel Rivière. Salut Emmanuel. Bonsoir. Tu es politologue et consultant en stratégie d'opinion. 2 ans d'immobilisme, c'est ce qui guette François Bayrou, craint par exemple le député Horizon Frédéric Valtou, qui lui conseille de procéder non pas par des lois, mais par des mesures budgétaires ou réglementaires. François Bayrou qui répond: nous activerons tout ce qui est possible. Vous allez être surpris par la méthode. De quelle méthode il peut s'agir? Répond qui veut, vous avez 2 heures. Oui, c'est vrai que quand on voit dans quelles conditions a été voté ce budget et quand on regarde même la composition du budget, c'est sûr que c'est un petit peu décevant puisque c'est pas un budget d'avenir. On sait que c'est un budget à minima de transition, qu'on s'est résigné à le voter parce que ça a un coût économique déjà colossal de ne pas avoir de budget depuis qu'on a eu la dissolution. Donc il y a eu l'idée de dire il en fallait un, on l'a voté, mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas de vision. Je regardais le mot innovation, recherche, investissement est très très peu présent. Et la difficulté, encore une fois, si on regarde la France et si on était une île, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on a un budget si peu ambitieux dans un contexte où il faudrait tout sauf justement ça, c'est-à-dire avoir un budget ultra ambitieux, notamment sur l'investissement. On va sûrement parler de l'intelligence artificielle, la recherche, l'innovation. Donc c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est on comprend la situation, on a le budget super, mais c'est un budget qui manque d'ambition et qui ne répondra pas aux enjeux internationaux, surtout dans le cadre de l'élection de Donald Trump. Sébastien, je te vois qui c'est. Oui, je te rejoins, le budget, c'est un premier pas.
Sur la méthode, moi je me souviens toujours de cette formule de Pascal Perrineau que j'avais interviewé il y a quelques semaines, qui me disait la méthode Bayrou, c'est le flou, ce qui résume très bien en fait ce que Bayrou essaie de faire, c'est-à-dire de ne pas trop donner de gages à tout le monde, ce qu'il ne peut pas le faire en réalité, et donc naviguer dans le brouillard et faire en sorte que ça marche, quoi. Et les députés disent là où Bayrou est le meilleur, c'est quand il ne fait rien. Ce qui est un peu méchant, mais en réalité, ça répond bien à cette question, c'est-à-dire que pendant 2 ans, s'il veut durer, il ne peut pas mettre sur la table des sujets clivants comme l'immigration. D'ailleurs, il y a renoncé au grand dam de Retailleau. Et on voit bien qu'en fait, son bail reste extrêmement précaire. On voit que sur une simple intervention sur LCI, où il emploie le terme de submersion migratoire qui a fait beaucoup parler, et ça crée énormément de gêne et de protestation chez les socialistes qui sont censés être son assurance vie. Donc le bail reste précaire et la méthode sera floue. Ce que je trouve compliqué, moi, dans les circonstances, c'est de faire la part des choses entre ce qui relève de la méthode et ce qui relève des circonstances. Je ne suis pas sûr que François Bayrou, s'il avait été nommé début septembre, aurait échappé au destin de Michel Barnier. Il y a un élément qui a aidé François Bayrou à ne pas être censuré, c'est que son prédécesseur a été censuré, et c'est notamment ce qui a créé cette nouvelle donne, qui a fait ce move du Parti socialiste. Voilà, rappelons-nous que la gauche, unanimement, disait à la rentrée 2024, vous n'avez pas choisi le bon Premier ministre, en l'occurrence la bonne Première ministre, celle que nous avions présentée, et donc tout autre gouvernement s'exposera à notre censure. Et donc Michel Barnier partait avec cette promesse d'une censure de la gauche et qui donnait la possibilité ensuite que le Rassemblement national s'y rallie. Il y a un autre élément de circonstance qui est lui aussi nouveau, qui n'existait pas à la rentrée, c'est que ce dont parlait Anne-Sophie, l'existence ou pas d'un budget est devenu un sujet pour les électeurs. C'était très surprenant de voir dans une enquête récente, je crois une enquête d'Elab, que quand on demandait quelles étaient les priorités que les gens assignaient au gouvernement, sortait en deuxième, et même en première réponse, par le jeu des premières réponses, c'était ce qui sortait en premier, un quart des gens disaient qu'on nous donne un budget. Ce qui n'est pas en habitude un fait en soi. Et c'est très rare que les gens s'intéressent au budget. Je pense qu'on sous-estime le nombre de Français qui, dans leur vie professionnelle, familiale, etc., ont déjà été confrontés à ça se passe pas bien, faut attendre, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de budget. Donc il y avait cette double circonstance-là qui a fait que François Bayrou a pu finalement s'en sortir sans avoir changé fondamentalement la donne, ce qui serait le vrai changement de méthode. Il n'y a pas de majorité. Donc il y a un 49-3. On est toujours dans une France qui estime que ça va pouvoir le faire de gouverner sans avoir constitué une majorité, c'est-à-dire d'avoir au moins la moitié des députés plus un qui votent positivement sur un budget sans recourir au 49-3. Anne-Sophie. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on serait attendu à avoir vraiment des accords de parti. C'est vrai qu'après la faillite du précédent gouvernement Barnier, comme vous l'avez très justement dit, moi, c'est vrai que je m'attendais à avoir, concernant les partis, on va dire, du centre républicain, d'avoir une alliance en se disant, voilà, économiquement, la situation est trop grave et surtout dans le contexte géopolitique. Et donc, sur ces années, au lieu que ce soit des années blanches, on va faire un accord de parti avec quand même des mesures, il y en a quand même quelques-unes qui peuvent transcender, et au moins à minima, comme en Allemagne, comme dans d'autres pays, on va se mettre d'accord sur ça pour voilà, ne pas perdre de temps, et bien sûr les premières victimes ça reste toujours les Français par rapport à ça. Et là c'est vrai qu'on voit qu'on est dans un accord à minima parce que justement ça a été très bien dit, il y a un impact sur l'opinion publique et donc on met pas la motion de censure. Mais derrière il n'y a pas d'accord de parti, il n'y a pas l'idée de se dire eh bien voilà, on dégage quand même quelques projets pour ne pas avoir de temps perdu parce qu'on a dans le viseur la présidentielle de 2027. Et à mon sens, c'est un mauvais calcul parce que justement, on pense toujours que les gens n'ont pas de mémoire, etc. Mais je pense que d'avoir des partis politiques responsables qui ont une vision de l'intérêt général et surtout de leur pays, en se disant, voilà, on va faire un accord de parti avec tel ou tel sur certains grands termes pour arrêter le déclin de la France et surtout, on va dire, notre dégringolade par rapport à nos partenaires, eh bien, je pense que ce type de parti va plutôt gagner en 2027 qu'ils perdent. Et voilà, j'ai toujours un espoir peut-être qu'il y ait un accord de parti dans les prochaines semaines avec des projets. Bon, maintenant, on a un budget, donc l'espoir s'éloigne. Mais je trouve que c'est vraiment dommage et que le calcul politique est mauvais parce que ce type de parti aurait pu y gagner. Le PS essaie un petit peu de jouer cette carte en disant « Regardez, on ne met pas la censure ». Mais bon, vu les conditions dans lesquelles ça a été obtenu, je ne pense pas qu'ils s'en tirent un grand crédit en 2027.
dans ce sens-là, c'est frappant en fait, le décalage qu'on constate depuis cet été entre finalement la logique face à la situation dans laquelle on s'est trouvé le soir du 7 juillet, la logique qui a de plus en plus prévalu chez les Français, c'est-à-dire ben, entendez-vous, débrouillez-vous, trouvez quelque chose. Et on a vu dans diverses enquêtes vraiment l'expression d'un ressentiment, d'une récrimination profonde sur la capacité des partis politiques à plonger le pays dans la difficulté. On a un peu négligé l'enquête Ipsos, c'est-à-dire qui est parue à la rentrée et qui montrait que pour 70% des gens, le modèle du leader qui leur paraissait le plus conforme, le plus nécessaire, c'est celui qui est capable de faire des compromis plutôt que celui qui s'en tient à sa ligne. Puis en face de ça, on a eu un monde politique dont le premier réflexe a été de tracer des lignes rouges, de prononcer des oukases, d'exclure les uns et les autres, en fait de créer cette impossibilité de fabriquer une majorité. Ce qui prouve qu'en fait on est dans une maturité du nécessaire changement de culture politique plus avancé chez les électeurs que chez leurs représentants. Mais cette aspiration qui était exprimée par Sophie, elle est vraiment très prégnante dans le pays. Après, à leur décharge, c'est vrai que quand on compare à l'Allemagne et les accords de coalition, c'est souvent un an de deal. Et là, on a vu l'élection de Donald Trump, la coalition a explosé. Donc, bon, il faut aussi nuancer. Hein. C'est vrai qu'ils avaient quand même très peu de temps pour se mettre d'accord. Mais quand même, on voit que la sanction démocratique a fonctionné. Oui, c'est un point très intéressant. En fait, là, on voit qu'on est dans un entre-deux. Je crois que c'est Gabriel Attal qui disait le PS, ils sont dans la salle d'embarquement. Ils ont pas encore. Et on attend dans la salle d'embarquement souvent. Hein. Et ça peut durer longtemps avant d'embarquer, ouais. Et en fait, effectivement, l'idée d'une coalition, je pense que les Français, ils sont plutôt favorables. En tout cas, ils disent unissez-vous, travaillez ensemble. Et je pense que des députés de bonne foi, ils sont plutôt favorables aussi. Là où ça coince, c'est les chefs de parti. C'est Attal, c'est Wauquiez, c'est Olivier Faure qui a déclaré, qui serait au point d'ailleurs, qui serait candidat à sa succession à la tête du PS. Et donc chacun pense à la présidentielle et se dit oula, si je fais une coalition avec Macron, je suis cuit pour 2027 si je veux y aller. Alors qu'on sait que par exemple Olivier Faure a des ambitions, Attal également, Wauquiez, enfin ça manque pas ceux qui veulent y aller. Donc c'est vrai qu'il y a un contraste très frappant entre ce que les électeurs veulent, mais je vous répète ce que vous avez dit, mais c'est très juste, entre ce que les électeurs et ce que les Français veulent et ce que les chefs de parti font. À mon sens, c'est ça l'erreur, hein, parce que ce qui était assez aussi très étonnant à la suite de la dissolution et des élections, c'est qu'en effet, pas de majorité absolue et que chaque parti se disait j'ai gagné. Alors on se disait, bon, on n'a pas bien vu les mêmes résultats, quelqu'un a la majorité absolue, on l'a pas vu. Non, personne n'a gagné. Et donc, justement, le message des Français par ce vote, qui était quand même assez clair, c'était on veut un accord de parti, on veut une coalition. Donc c'est vrai que c'est très étonnant de voir cette dichotomie entre le résultat démocratique qui est très clair et l'interprétation du politique qui se dit j'ai gagné, j'ai gagné. Et puis c'est vrai que se dire en 2027, c'est parce que j'ai ce genre de comportement que je refuse ces accords de parti et c'est ça qui fait que je vais avoir un crédit. Là, je pense encore que c'est vraiment une grave faute politique et que c'est vrai que ce soit chez Michel Barnier ou François Bayrou, il y a un peu l'idée, hein, d'ailleurs même Michel Barnier, ça avait été mis très en avant, hein, d'être dans le consensus, d'essayer de trouver justement des lignes et de concilier les uns et les autres. Et on voit que c'est plutôt ce type de comportement qui est apprécié par les Français. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir toujours ces discours de chefs de parti et la réalité démocratique et de ce qui est dit, vous l'avez très bien dit dans les sondages. Alors après, c'est vrai que c'est étonnant et de toute façon, ça accentue l'écart entre les Français et leur classe politique. Après, il y a des fondamentaux qui est que voilà, une élection qui se joue au second tour, comme au premier d'ailleurs, mais surtout au second tour, pour ou contre le Rassemblement national au pouvoir, a priori avec une réponse plutôt contre, hein, rendait pas possible que cette composante-là soit au pouvoir, légitimait pas pour une alliance, ça serait vraiment aller contre l'élection. Et puis, il y a une autre réalité, c'est que la vision politique de la France insoumise, c'est-à-dire l'idée qu'ils se font de l'affrontement nécessaire pour appliquer leur programme, rend idéologiquement, hein, et à la limite, indépendamment des contenus du programme, quasiment impossible qu'ils s'intègrent dans un compromis. Et c'est là où il y a un autre sujet, qui est le verrou, en fait, qui crée cette impossibilité. C'est qu'on n'a pas en France les modes de scrutin qui sont compatibles avec le nouveau paysage politique. En Allemagne, d'une certaine manière, puisque vous prenez cet exemple, Die Linke, qui est donc la formation de gauche, on verra ce qu'il en est de la nouvelle formation de gauche BSW, si je ne me trompe pas,
a priori, n'ont pas eu vocation à être dans des coalitions, et Die Linke, qui préexistait, n'a jamais été dans la grande coalition. Mais on est dans un mode de scrutin proportionnel, où à aucun moment on a demandé aux électeurs d'unir leurs voix pour élire Die Linke, les sociodémocrates, le SPD et les Verts. On l'a fait pour le NFP. Donc on a créé ces apories, en fait. On a créé ces choses qui ne fonctionnent pas, mais on les a créées. Pourquoi ? Et j'arrête avec le mode de scrutin, mais c'est un peu mon obsession. On a un monde C'est partie du politique sujet. tripolaire, hein, et avec une élection, la présidentielle, où il n'y a que 2 places au second tour. Problème. Gros problème. Qui pourrait être compensé par un scrutin parlementaire, qui finalement vient être un peu un contre-pouvoir. Autre problème, on a un mode de scrutin qui non seulement quasiment aujourd'hui ne laisse que 2 places au second tour, avec des taux de participation faibles, mais a un effet couperet de la qualification au second tour qui oblige à des alliances. Et donc, on a des systèmes politiques qui sont verrouillés par les modes de scrutin et qui correspondent plus à la réalité politique. Donc, on est un peu dans, comment le dire poliment, parce que même si on doit être poli, on est dans les ennuis, dans les ronces. On est dans la avec merde, des Emmanuel difficultés Rivière. à en sortir. Tant qu'on ne changera pas ces verrous-là, et je pense qu'il y a un vrai sujet sur les modes de scrutin qui est prégnant aujourd'hui. Sébastien ? Sur les modes de scrutin, Bayrou a annoncé, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, qu'il était prêt qu'il voulait engager une réforme de la loi PLM. C'est encore dans le point, désolé, je fais la. Il faut que tu expliques un petit peu, pub du peut-être. Point. Tu es un journaliste du Point, tu as le droit de faire un peu la pub du Point. Salut à nos amis En du fait, Point. la loi PLM, c'est la loi dite Gaston Defferre, je crois. Oui. Et en fait, je crois que les élus sont élus par les maires, par les maires d'arrondissement, je crois. Enfin, on élit ces maires d'arrondissement, mais on vote pas directement pour le maire. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on désigne au sein de chaque arrondissement, à Paris, Lyon et Marseille, un PLM, des conseillers qui vont à la fois être des conseillers d'arrondissement et qui vont permettre de déterminer une majorité pour l'arrondissement, mais aussi des conseillers qui vont siéger au Conseil de Paris, à Lyon et à Marseille, et comme dans chaque arrondissement s'applique une prime majoritaire, on peut avoir, et en gros c'est ça le principal défaut de ces modes de scrutin, on peut avoir une majorité en voix d'un camp, mais la mairie détenue par l'autre, parce que la répartition des voix dans les arrondissements donne à l'autre camp plus d'arrondissements, plus de sièges, et à Paris, plus de sièges au Conseil de Paris. Effectivement, c'est un phénomène qui s'est constaté déjà dans le passé. C'est ça qu'il est question de réformer, non sans y repenser, n'est-ce pas ? Bien sûr, évidemment. Il y a Rachid Dati qui est sur les starting blocks à Paris notamment. Mais c'est assez étonnant que Bayrou saisisse ce sujet-là maintenant et dise qu'il veut vraiment engager ce dossier très tôt, c'est-à-dire en mars. Parce qu'il faut que la loi s'applique. Je crois qu'il faut que la loi soit promulguée avant cet été pour qu'elle puisse être applicable en fait au municipal de mars prochain, en 2026. Donc il y a aussi encore un petit peu de tambouille politicienne en arrière-fond. Alors, et après, on évacuera c'est pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a Volka qui synthétise un petit peu avec sa question, les questions qui se posent dans le chat. Volka qui dit, pour moi, c'est des histoires, c'est soi-disant personne qui réclame un budget, sauf si on ne demande qu'à des chefs d'entreprise. Pourquoi avoir un budget, ça touche tous les ménages, ou ça devrait toucher tous les ménages? Pourquoi ça les concerne directement, en fait? Ça pourrait concerner une partie d'entre eux assez directement. Non, ça concerne absolument toute la nation, parce que c'est vrai que ce document, c'est pas que un budget, c'est bien sûr C'est quelles un peu dépenses. flou, on vote un budget. C'est bien sûr les dépenses et les recettes, comme quand vous faites vos budgets, vous, en tant que ménage, mais pas seulement. Vous avez aussi les fameuses prévisions de croissance, moi, par exemple, que je fais et qu'on prévoit. Donc, c'est-à-dire quel budget, certes, pour l'année 2025, mais aussi dans ce budget, comment on prévoit la croissance économique pour les prochaines années. Comme vous le savez, on est massivement endetté, 6% de déficit. Donc, quelle est la trajectoire de notre désendettement? Et ça, il faut aussi, dans le budget, avoir une trajectoire. Donc, en fait, le budget d'un pays, ça donne vraiment la vision, pas que économique, mais vraiment globale de qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans les futures années. Donc, c'est vraiment le document absolument central. Bien sûr aussi, on l'a vu quand le budget est reconduit, normalement, le budget a des orientations. C'est-à-dire que vos orientations politiques se traduisent par
avoir des orientations financières et monétaires pour les financer. Ça paraît logique. Et donc le fait d'avoir un budget, on l'a vu quand il y a eu les problématiques dans le secteur de l'agriculture et que des aides importantes ont été promises dans tel ou tel secteur, eh bien, si ce n'est pas budgété, vous n'avez pas à avoir d'aide et donc ce secteur ne sera pas aidé. Donc c'est très concret. Par exemple, pour les agriculteurs, eh bien, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de budget, ce qui avait été promis, n'allait pas être donné. C'est le cas dans d'autres secteurs où, en effet, il y avait des aides. On pense bien sûr au crédit d'impôt, bon, même si bien sûr c'est reconduit, mais vous pouvez avoir des aides par secteur. On parlait des aides pour l'électricité, les aides pour les ménages modestes, les aides, par exemple, pour financer votre achat de voiture électrique. Donc, toutes ces aides et on va dire ces orientations doivent appuyer des politiques économiques publiques, doivent orienter la croissance économique. Et donc, c'est pas juste un document qui vous permet voilà, de demain payer vos fonctionnaires, mais c'est vraiment la vision à moyen long terme pour le pays. Donc, c'est absolument crucial. C'est presque une faute professionnelle quand on fait mon métier d'analyser l'opinion publique, de prendre des exemples dans son entourage. Mais il se trouve que dans mon entourage proche, voilà, il y a une jeune femme qui était embauchée dans une agence d'État en CDD, à qui on a dit à la fin de ton CDD, on te fait un CDI, mais à qui on a dit, ben non, tant qu'il n'y a pas de budget, on peut plus faire aucun CDI. Et une autre personne, une jeune femme aussi, qui avait prévu de faire un service civique. Là. Il y a 5000 jeunes dont le projet de service civique se trouve Est avorté. etc. J'entendais l'autre jour sur l'excellente antenne de France Info un chef d'entreprise, donc tout autre registre, mais sauf que son travail, c'est de faire, sa boîte fait de la rénovation énergétique. Si la prime rénov est gelée, son activité elle est tout autant. Et c'est une excellente question parce que ça a été cette semaine un sujet de débat entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. À la posture du Parti Socialiste de dire que pour toutes ces raisons qu'a développé Anne-Sophie et aussi les exemples que je citais peuvent illustrer, le Parti Socialiste dit on n'aime pas ce budget, on est dans l'opposition, mais on prend nos responsabilités et finalement ce qu'on regarde c'est pas Bayrou, c'est la France et il faut doter la France d'un budget. À quoi Éric Coquerel a rétorqué, je pense président de la commission des finances, ce n'est pas vrai, on pourrait fonctionner dans le budget, c'est un choix du gouvernement. En gros, vous êtes victime d'un piège, de ne libérer que 25% des crédits, ils auraient pu aller beaucoup plus loin pour ne pas avoir cet effet de gel en fait, parce que le prétexte de dire on ne veut pas anticiper sur quand on ne sait pas ce qui va se passer, ne justifiait pas de ne libérer que 25% des crédits. Mais c'est intéressant de voir que le débat finalement porte au fond, ça prouve bien que c'est une vraie question. Et en tout cas, c'est une question que se posent les Français aujourd'hui. C'est vraiment tout à fait central parce que ça a déjà des conséquences qui sont très fortes. Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que beaucoup de partis, même qui sont contre le fait d'avoir un budget, le disent on le fait pour le pouvoir d'achat des Français. Il faut savoir que le fait de ne pas avoir de budget, déjà actuellement, ça a eu des conséquences très fortes. Cette année, en France, on devait avoir une croissance économique avant la dissolution et la crise de plus de 1%. Plus vous avez de la croissance, plus vous désendettez. Vous désendettez avec la croissance, ça vous évite de faire des coupes budgétaires que beaucoup de ces partis-là dénoncent. Eh bien, à cause du fait qu'on a eu la dissolution, mais surtout qu'on n'ait pas de budget, eh bien, notamment l'investissement, donc vous avez différentes contributions pour avoir de la croissance, la consommation des ménages, vous allez faire vos courses, etc., l'investissement des entreprises et le commerce extérieur. Eh bien, la contribution de l'investissement des entreprises devait être positive. Et donc, cette contribution positive, c'est-à-dire que les entreprises allaient investir parce que, en plus, les conditions de financement s'amélioraient avec le ralentissement de l'inflation et donc allaient créer plus de croissance. Eh bien, avec le fait qu'on n'ait pas de budget, cette contribution va être négative cette année. Et donc, c'est de la croissance économique en moins. De la croissance économique en moins, ça veut dire une dette à financer. Et donc, ça veut dire quoi? Plus de coupes dans les dépenses publiques. Donc, c'est ça qui est quand même très important. Il faut être vraiment très, très, très réaliste. Quand on vous dit ça n'a aucune importance de ne pas avoir de budget, rien que de dire ça, vous augmentez votre dette et donc vous allez avoir un impact sur vos dépenses publiques. Juste en disant ça, c'est moins d'écoles, moins d'hôpitaux, parce qu'il faudra justement dégager de l'argent pour financer, vu qu'on aura moins de croissance. Donc, c'est très concret. Ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat. C'est pas quelque chose de macro très très éloigné des gens. Et ça, c'est vrai qu'on l'a vu politiquement. Il y a vraiment l'idée de dire, voilà, on a un budget, il faut être responsable, etc. Mais de minorer absolument l'impact économique. On ne peut pas dire qu'on défend le pouvoir d'achat des Français et dire on ne veut pas de budget. C'est juste faux factuellement. Je voulais juste rappeler un simple point, mais qui montre que le budget a évidemment une incidence sur la vie de chaque Français. C'est que, en fait, la question du prélèvement de l'impôt est évidemment centrale. Et on se souvient des débats en décembre sur le barème de l'impôt sur le revenu. Et le gouvernement se faisait fort de dire que des millions de Français qui n'étaient pas concernés, qui n'auraient pas dû être imposables, le seraient si le budget n'était pas voté. Donc l'impôt, évidemment, ça concerne évidemment tous les
Français. Par rapport à ça, on le voit notamment dans le taux d'épargne des ménages. On a un des taux les plus élevés au monde, plus de 17%. Par exemple, c'est 4% aux États-Unis. Et on voit que cette année, ce taux d'épargne va encore augmenter. Donc ça veut dire Il qu'alors faut que les expliquer que c'est pas Français... forcément chouette qu'il y ait trop d'épargne. Voilà, c'est pas forcément chouette. Pourquoi? Parce que comme on l'a Ça dit, traduit forcément la des première situations. contribution à la croissance, c'est quand vous allez faire vos courses, c'est quand vous consommez. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a cette capacité. Alors, bien sûr, c'est un chiffre macroéconomique. Ça ne veut pas toujours dire que tout le monde a cette épargne, mais en tout cas, globalement, on a cette épargne. Et surtout, on a 2 points de plus d'épargne qu'avant le Covid. Donc, ce fameux quoi qu'il en coûte, qui nous coûte 6% de déficit, eh bien, il est en partie sur des comptes de livret A qui rapportent peu. Et donc, on se dit que s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, les gens dépenseraient plus, parce que vous l'avez très bien dit, tout le monde se dit, ah là, demain, mes impôts vont augmenter, donc il ne faut pas trop que j'épargne parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, ils consomment moins, et donc, ça fait encore moins de croissance économique. Donc, ça a un impact vraiment majeur, et pas seulement à court terme. C'est vraiment un impact global sur tout le pays. En 2025, l'État fait le plus grand effort de réduction de son coût de fonctionnement depuis 25 ans. C'est ce que disait ce matin la ministre chargée du budget et des comptes publics, Amélie de Montchalin, chez nos copains de France Inter, au 5e étage. Nous allons réduire la dépense des ministères de 10 milliards d'euros par rapport à 2024. C'est inédit, ce qu'elle ajoute, en précisant que ces mesures d'économie ne vont pas toucher les services publics. C'est suffisant? Alors, bon, je vois que ça inspire peu mes collègues. Donc... La question n'était pas bonne. Oui, c'est une question. Alors, voilà, je pense qu'on a un petit peu élevé, débattu précédemment de cette problématique. Voilà, comme on est dans cette situation qu'on a nous-mêmes provoquée, parce que c'est vrai qu'avant, on subissait des crises internationales qui n'étaient pas de notre fait. Là, on l'a provoqué, on va devoir faire ces économies. Le problème, c'est qu'en effet, on va baisser 10 milliards, etc., très bien, sur les ministères qui, quand vous regardez depuis 20-30 ans, déjà fait beaucoup d'économies en termes d'effectifs, en termes d'économies. Donc, on va encore en faire plus. Le grand problème, c'est que c'est ce que je disais quand vous regardiez le budget, c'est qu'on a, à mon sens, le mauvais débat. Le problème, c'est pas de faire des économies. La question, c'est de faire des économies où? Alors, c'est très bien dans le fonctionnement, très bien, mais faire des économies, comme c'est le cas dans le budget, sur la transition écologique, sur la prime rénov', c'est exactement l'inverse que font tous les autres grands pays, parce qu'encore une fois, vous ne préparez pas votre avenir. Donc, vous allez faire des économies court terme de bout de chandelle parce que vous voulez boucler vos budgets, et vous allez sacrifier des dépenses d'avenir, notamment d'investissement, qui vont créer qui vont créer de la valeur demain. Donc, c'est très bien de faire ces efforts-là. En effet, il faut toujours faire des efforts sur les dépenses de fonctionnement, même si l'État a quand même fait beaucoup. Beaucoup de fonctionnaires ont fait énormément d'efforts. Donc ça, il faut aussi le dire. Le problème, c'est que ça ne règle pas le problème de fond, qui est que aujourd'hui, on s'endette massivement pour faire des dépenses de fonctionnement, des dépenses court-termistes. On l'a vu avec le pouvoir d'achat, l'énergie. C'est très, très bien de faire des chèques énergie pour garder le pouvoir d'achat, mais en termes de création de valeur ajoutée, ça n'en a pas. Demain, financer la recherche pour trouver un médicament qui soigne le cancer, là, ça crée un maximum de valeur ajoutée. Ça, vous pouvez le vendre dans le monde entier. Donc, c'est ça le sujet. Et le grand problème, encore une fois, c'est que nous, en Europe, on s'endette, et notamment en France, pour financer ces dépenses de fonctionnement, alors que la Chine et les États-Unis font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'eux aussi sont ultra endettés, notamment les États-Unis, mais eux, ils financent de l'investissement qui va créer de la valeur demain. Et c'est ça la grande différence entre l'Europe qui décroche et la Chine et les États-Unis qui ne cessent de prospérer. Je trouve qu'il y a un petit problème dans la manière dont c'est formulé, d'ailleurs, dépenses de fonctionnement, parce que ça renvoie un peu trop à ce qui est la demande principale des Français quand on leur demande comment il faut résoudre ce problème de la dette, qui se trouve les préoccupe beaucoup plus depuis quelques mois que par le passé. Ils demandent qu'effectivement on réduise le frais, le poids de l'État en quelque sorte. Sauf que voilà, il n'y a pas 10 milliards à gratter sur la diminution du nombre de fonctionnaires dans les bureaux des administrations centrales. Puis en plus, il n'y a même pas de demande public de diminution à ce point du nombre de fonctionnaires, parce qu'on ne peut pas trouver 10 milliards sans toucher les profs, les policiers, les magistrats, etc. Et du coup, malheureusement, c'est un peu ça que les gens s'imaginent, parce que, par ailleurs, on fourmille d'exemples en tête, ne serait-ce qu'un aller-retour en Falcon pour aller présider un conseil municipal qui a été entrée en matière pas très réussie de François Bayrou. Et donc, voilà, quand la réalité qu'a rappelé Anne-Sophie, c'est en fait, derrière dépenses de fonctionnement, c'est moins de primes rénov', moins d'argent pour la transition énergétique, moins de moyens pour des agences comme l'ADEME, etc. Est-ce que c'est vraiment de la dépense de fonctionnement? C'est en gros ce que l'argent dépense pour préparer l'avenir à
très long terme, hein, et notamment tout l'argent de la transition énergétique. Est-ce qu'on peut vraiment, je trouve que c'est très utile que Anne-Sophie rappelle que est-ce que c'est vraiment de la dépense de fonctionnement quand voilà, dépenser dans l'éducation nationale, est-ce que c'est de la dépense de fonctionnement? Oui, comptablement, oui. Mais en même temps, est-ce que quand on voit le coût que représentent les sorties prématurées du système scolaire, quand on voit le coût pour la société de la désespérance de ceux qui se sentent victimes d'une éducation nationale dans laquelle ils se sentent finalement pas aussi bien traités qu'ils devraient, etc. C'est pas la dépense de fonctionnement. Et c'est un des sujets que là aussi, bon, en fait, cette période, on ne va pas se mentir, n'est pas très bonne. N'est pas très bonne parce que C'est la conclusion. elle invite au court-termiste Oui. en permanence. Elle invite à une vision de résolution des problèmes immédiats. Et en fait, on pourrait dire, oui, on perd de vue la transition. En fait, ce qu'on perd de vue, c'est tous les grands défis du XXIe siècle, tout ce qui demanderait de refondre complètement et de repenser. Et là, on a des gouvernants qui ne sont pas en mesure de poser ces questions clés. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Pour qui? Qui doit bénéficier de la redistribution et de la solidarité? Qui peut contribuer? On se jette des choses à la figure et on n'est pas en train de remettre en débat ce qui sont les questions fondamentales qui taraudent notre pays, et on pourrait les multiplier sur la transition énergétique, sur le vivre ensemble, etc. On fait que de la gestion à la petite semaine et du coup, en fait, on dégrade notre situation. Le problème, c'est aussi on n'a pas de vision vraiment économique. Quand les États-Unis lancent des programmes comme l'IRA pour la production sur les produits de transition écologique, ils sont pas forcément verts et ils veulent pas forcément sauver la planète. Par contre, ils ont une vision en se disant très bien, aujourd'hui, on a une révolution qui est écologique. Plus on va mettre de l'argent et de l'investissement dans ces secteurs, plus on va devenir leader dans ces secteurs, plus on pourra vendre notre produit, notre technologie au monde entier, et plus on va rapporter et on aura de l'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on pourra? Eh bien, on pourra financer des choses. Et donc, c'est ça l'image qu'il faut avoir. Pourquoi les panneaux solaires? Pourquoi la transition écologique, etc. Parce que si vous financez, vous créez des incitations, vous créez un marché. Avec un marché, derrière, c'est ce que vous avez, ce sont des financements, c'est un écosystème, c'est de la recherche, c'est une technologie. Et ces technologies, demain, ce sont des produits que vous allez pouvoir vendre et commercialiser dans le monde entier. Et donc, c'est de la création de richesse. Et une fois que vous avez créé votre richesse, eh bien, en effet, vous pouvez dépenser et financer tout ce qu'on a dit avec l'État. Et donc, en rabotant, en n'ayant aucune vision d'avenir, on croit qu'on fait des économies, là, 10 milliards demain pour boucler l'année dernière, alors qu'en fait, on se tire une balle dans le pied dans l'avenir. Parce que pendant que nous, on fait ça, les autres investissent en effet 50 milliards en intelligence artificielle. Et donc, tous les marchés qui seront les marchés prospères de demain, c'est eux qui vont les avoir, pas nous. Et donc, nous, on se dira, bah mince, comment on va faire pour créer de la valeur, pour financer les retraites et notre système de protection sociale. Donc, alors que c'est perçu par le politique comme quelque chose de très lointain, très loin des gens, etc., c'est totalement concret. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis et la Chine le font. C'est des pays qui sont quand même assez pragmatiques. Non, mais c'est très juste. Et bon, c'est assez déprimant notre conversation. Et voilà, c'est un peu déprimant. Bonne année à tous. Non, mais il y a un contraste assez effarant entre le ton d'Amélie de Montchalin qui se tare, qui se gargarise effectivement de cela, de ces réductions de dépenses de fonctionnement, comme on dit, qui est un terme très, très général, comme vous l'avez très bien dit, et les deux mastodontes américains et chinois qui, comme vous le dites très bien, ont des plans d'investissement à long terme. L'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, je crois que c'était 1000 milliards de dollars, enfin c'est des montants peut même pas imaginer en France. Et donc cette situation d'instabilité politique a évidemment un impact direct sur l'instabilité économique. Et on voit que l'un des points forts du mandat d'Emmanuel Macron, c'était les investissements qui revenaient, les usines qui rouvraient, le chômage qui baissait. On voit que là, c'est tout l'inverse depuis quelques mois. Et donc, en fait, il y a un vrai sujet pour Emmanuel Macron, c'est que le seul point positif, entre guillemets, en tout cas un point dont il pouvait se vanter, risque d'être anéanti par ces 2 ans d'instabilité. Il y a quoi de plus, là, pour ceux qui nous rejoignent notamment, il y a quoi de plus dans le budget Bayrou qu'il n'y avait dans le budget Barnier? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins? Plus de moins que de plus, je crois. Alors oui, il y a, on l'a dit sur notamment l'écologie, sur la prime rénov', sur les aides à l'achat de voitures électriques, sur certains crédits d'impôt. Il y a des rabots qui sont un peu plus importants. Bon, quand vous regardez les grandes masses, notamment sur la surtaxe pour les grandes entreprises, la surtaxe pour les ménages les plus aisés, bon voilà, là on est quand même dans une ligne.
Donc il n'y a pas de grande différence, en tout cas sur tous les sujets dont on a parlé, l'investissement, la transition, etc. Bon, là, on est vraiment, on va dire, dans un budget de fonctionnement et les deux. Alors, s'il y avait quand même l'aspect sur les retraites hein, et l'énergie, parce que ça, c'était une demande du Rassemblement national, pas de hausse des prix de l'énergie et retraite, en effet, indexation. Là aussi, il faut être très clair là-dessus. Ces demandes-là, c'est soi-disant des partis qui demandent de préserver le pouvoir d'achat. Concernant les prix de l'énergie, ils continuent de ralentir fortement. C'est pour ça que notre inflation ralentit cette année et donc elle ralentit plus vite que l'augmentation des prix, des salaires. Ça veut dire qu'on va gagner du pouvoir d'achat. Cette inflation, le premier vecteur, c'était les prix de l'énergie qui refluent, les prix de l'alimentaire qui refluent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait? Continuer de donner des aides massives aux ménages pour payer leur prix de l'énergie alors que les prix ralentissent. Quand on fait une politique expansionniste, quand on a eu la crise énergétique, en effet, on met de l'argent parce que les prix ont explosé, ce qui est normal. Par contre, quand les prix baissent, bah, normalement, on donne moins d'argent. Dans un contexte où on a plus de croissance, bah, c'est ça l'objectif. C'est un petit peu de récupérer ce que l'on a mis. Là, on voit que quand on a cette vision-là, alors que cette année, tous les indicateurs devaient s'améliorer, on l'a dit, ralentissement de l'inflation, ralentissement des prix de l'énergie, des denrées alimentaires, et bien justement, c'est ça le but d'une politique économique, ça s'améliore, donc on donne moins. On donne moins, donc on a une politique budgétaire moins accommodante parce que ça repart. La politique budgétaire, qu'on l'ait du quoi qu'il en coûte, ça doit être ponctuel, c'est pas toujours. Et là, on voit encore politiquement qu'on a beaucoup de mal à sortir de ça en laissant entendre qu'on va rester dans cette situation de crise de l'énergie, de crise des prix alimentaires toujours, alors que juste factuellement, quand on regarde les chiffres, c'est faux. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On a une discussion très, très déprimante. Bah, le dire que le pouvoir d'achat cette année va augmenter, après 3 années, on a parlé de ça, H24, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, plutôt d'expliquer ça, les gens peuvent comprendre. Hein. Vous avez une difficulté, vous avez une aide, ça va mieux, vous êtes moins aidé. N'importe quel ménage peut le comprendre. Eh bien, on reste avec cet argent magique en pensant que ça n'aura aucune conséquence. Mais cette dette, alors qu'on n'a pas de croissance, ça a un impact sur les finances publiques. On va avoir moins de dépenses et ça a un impact sur les générations futures. C'est vos enfants qui vont la payer. Donc, il faut être très clair là-dessus. Et là aussi, on voit qu'on a beaucoup de mal à faire face par rapport à ça, alors que plutôt de dire que le ralentissement fort de l'inflation, c'est quand même une bonne nouvelle après 3 ans de crise inflationniste. Ouais, il y a des évolutions, effectivement, tu l'as rappelé, mais je crois que ce qui est fondamental, c'est que la philosophie ne change pas. Effectivement, on reste sur une logique dépensière et on ne touche pas aux agences qui ne servent à rien, enfin les fameuses, je sais plus combien, Les comités Théodule. les comités Théodule, les agences, comment on appelle ça déjà Les EPIC, les établissements publics. Non, Bayrou avait parlé il me semble, des agences 1040 ou 1043 agences. Et il voulait en supprimer quelques-unes. Bon, le problème, c'est qu'on ne savait pas trop lesquels il voulait supprimer. Oui, voilà, C'était un c'était petit peu très flou. crispé. Encore flou, ouais, Notamment, c'est toujours par flou. exemple, le CNRS. Bon, Mais donc ça, j'espère. Hein. Surtout pas le CNRS, j'espère. un peu surpris. Ouais. Mais ça, T'as mal entendu. On espère. On n'y touche pas et on reste sur une philosophie qui n'est pas la bonne, effectivement. Et c'est pas le bon choix. Oui, et là, bon, effectivement, au-delà de ça, on reste sur la même philosophie. Et comme on se le disait, il n'y a pas énormément de différence. Et pour en revenir à la popole, pardon, de refaire le débat, la politique politicienne, ça a une petite conséquence, c'est que le Parti socialiste n'a pas de grands trophées à présenter pour démontrer le bien fondé des négociations. C'est l'autre débat entre le Parti socialiste et la France insoumise. France insoumise, c'est inutile d'aller négocier, vous n'arracherez rien. Donc il y a ce débat sur est-ce qu'avoir un budget, c'est pas déjà en soi une posture qui est valorisable par le Parti socialiste. De fait, quand on regarde les aspirations des électeurs, majorité, mais les gens sont très partagés dans l'électorat de gauche. L'électorat insoumis lui-même n'est pas unanime. La majorité des gens ne souhaitaient pas la censure dans l'électorat de gauche et souhaitaient qu'on avance un peu. Donc il y a le renoncement à la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale, il y a les jours de carence dans la fonction publique. C'est quand même deux points voilà, qui sont en plus pas unanimes. Enfin, les profs, il y a plutôt le sentiment assez général qui a tendance à manquer d'enseignants. Et là, la logique démographique ne prévaut pas sur les constats à chaque rentrée qu'il y a des élèves qui n'ont pas d'enseignants. Et puis, en revanche, les jours de carence, il y a une partie de l'opinion qui pensait que c'était peut-être justice que ce soit comme ça. Mais pas les sympathisants de gauche qui pensaient que c'était
voilà, un sale coup fait aux fonctionnaires. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Puisque, y compris la taxation des grandes entreprises, la taxation exceptionnelle, a été ramenée de 2 ans à 1 an, parce que dans les négociations, il n'y avait pas que le Parti socialiste qui discutait, et que d'autres tiraient dans l'autre sens. Mais oui, on est de toute façon dans des budgets qui sont aussi des budgets sous contrainte, hein, parce que, voilà, on n'en a pas parlé, et je parle sous le contrôle d'Anne-Sophie, mais il y a une autre circonstance qui est créée par ce désordre, c'est que la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye sur la dette, ont été aggravés par le regard des prêteurs, en fait, et des agences de notation, là de ça. Ce qui fait que voilà, la France emprunte plus cher parce qu'elle paraît moins fiable. Alors, Le donc, taux d'intérêt est censé couvrir le risque, et que ça coûte, rien que ça coûte des dizaines de milliards. Donc l'opinion des investisseurs qui prêtent à la France s'étant dégradé, ça a coûté des dizaines de milliards. Et on voit que c'est dur de trouver 1 milliard ou 2 milliards, en trouver des dizaines, c'est extrêmement dur. Donc c'est un budget sous contrainte qui révolutionne pas les fondamentaux. Mais encore une fois, on n'est pas en situation de questionner les fondamentaux, que serait par exemple l'organisation des pouvoirs publics en France, le nombre d'échelons de collectivités locales. Pareil, c'est faire injure aux collectivités locales, dire « Ah, mais c'est chez vous que ça dépense beaucoup et que ça gaspille, etc. » Mais chaque collectivité n'y peut pas grand-chose. Le vrai questionnement, c'est entre régions, départements, métropoles, communautés de communes et autres intercommunalités. Et les communes, est-ce qu'on est dans la rationalisation qui donne en plus le sentiment d'efficacité? Si on ajoute ça une espèce de double commande de l'État et ses services déconcentrés via les préfectures, voilà, s'il y avait une vraie source d'économie et de refonte du système organisationnel et des dépenses publiques en France, ce serait probablement là. Est-ce qu'on est dans un moment politique qui peut poser cette question-là? Absolument pas. Est-ce que tout ceci est de nature à rassurer les marchés financiers? On parlait des prêteurs. Alors, La réponse est non. oui. Hein. Non, la réponse est non. On a un budget. Oui, on a un budget, mais c'est vrai que, bon, on va dire le mal est fait. Il y a vraiment eu la dissolution qui a été un petit peu le vrai coup, et ensuite les motions de censure. C'est vrai que ce qui est assez intéressant quand vous regardez les notes des agences de notation et la réaction des marchés, ceux qui pensent, c'est que le modèle, on l'a dit, hein, électoral et de la Ve République, et le fait qu'il n'y a pas d'accord de parti, que les partis ne veulent pas d'accord de parti, eh bien, ils estiment que dans les 3 prochaines années, on sera dans une sorte de crise larvée, voilà, qu'on n'aura pas de vision, en effet, claire sur l'investissement, etc. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on était plutôt le pays qui résistait, hein, globalement. Vous voyez, politiquement, il y a eu quand même beaucoup de désordre, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, beaucoup de pays qui voilà, ont des alternances, beaucoup de problèmes, on l'a vu, sur le chômage, des problèmes sociaux, l'Allemagne qui est en récession avec les problèmes industriels. Donc voilà, nous, on arrivait à se maintenir. Et là, c'est vrai que cette stabilité politique qui faisait que la France encore résistait, eh bien, tombe, et les investisseurs se disent, vu le système de partis, qui est normalement un système majoritaire, où vous avez une majorité et une opposition, que les partis ne feront pas d'accord de parti, et ne se trompent pas, hein, ils ne veulent pas en faire, eh bien, finalement, jusqu'en 2027, on sera dans cette instabilité, et c'est un peu fini. Donc, peut-être qu'il ne va pas y avoir un effondrement de l'investissement, mais en tout cas, on est stable, on n'investit plus, et voilà, c'est vraiment fini. On n'y croit pas, en tout cas, qu'on va avoir un plan sur le moyen et long terme de désendettement ambitieux, construit. Parce que c'est ça qui était très intéressant chez les investisseurs. D'autres pays sont très endettés, on parle beaucoup de l'Italie, de la Belgique, et c'est le cas en Europe. Mais ce que voulaient les investisseurs, les agences de notation, c'est avoir un plan. Encore une fois, on en revient toujours au plan. Un plan de désendettement précis, même si c'est sur 20 ans, même si c'est que 5 milliards, c'est pas grave, ils auraient été tout à fait contents. Et d'ailleurs, ils veulent plus, depuis la crise de 2008, d'avoir de baisser de 10 milliards les dépenses en 2 mois. Personne veut ça, parce qu'on sait que c'est récessif. Mais juste avoir un plan crédible, même très long, même peu ambitieux en termes de dépenses, mais avoir ce plan. Et le problème, c'est qu'on ne l'a pas, et que même là, si on a le budget, sur le fond, ils se disent, bah voilà, pendant 2-3 ans, on n'aura pas de plan crédible de désendettement. Et donc, ce coût de la dette, dont vous avez très bien parlé, eh bien, on le paie depuis les motions de censure. Donc là, c'est vrai que ça s'enflamme pas, parce que en fait, c'est déjà acté dans le marché. Je crois que ça a même commencé dès la dissolution. Dès la dissolution, en effet. L'écart de taux a commencé dès la cet été. dissolution. Et donc, même si on a un budget, c'est bien, c'est-à-dire que ça va moins se dégrader que prévu, mais c'est pas, ah là là, ça y est, la France a une vision, un plan de désendettement sur 15 ans. Donc, on reste avec un poids de la charge de la dette qui s'est alourdi et qui continue.
malgré le budget. Et il y a une certaine réforme des retraites qu'on finirait presque par oublier, qui Oui, faisait c'est partie vrai. de ce plan qu'on On en parle un peu La moins. Hein. fameuse, la parce qu'on avait fameuse. été chargé de présenter un plan à la Commission Tout européenne à à fait. Bruxelles, et cette réforme des retraites qui devait faire un certain nombre d'économies, Mm, en faisait partie. c'est vrai. Et on misait beaucoup là-dessus. Enfin, Emmanuel On Macron misait misait beaucoup. beaucoup là-dessus. Et voilà que patatras, François Bayrou, lors de sa déclaration de politique générale, remet le sujet sur chantier. Et ça, c'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Alors, certes, patatras, Sébastien a raison, mais le patatras était préparé en 2023. C'est aussi ça la leçon sur cette réforme des retraites. Il y a eu des manifestations pour la réforme des retraites, beaucoup de manifestations en 2003. Il y en a eu en 2010. Personne, la gauche est revenue au pouvoir derrière. Personne n'a dit on va revenir en arrière là-dessus. Il y a vraiment dans la nature, dans la manière dont cette réforme a été passée, mais y compris le gouvernement de l'époque a fabriqué son propre destin. C'est-à-dire qu'il présente en 2019 une réforme qui paraissait inventive, qui est une réforme totale du système, avec un système à points, dans lequel la CFDT était intéressée, voulait être partie prenante, etc. Donc, revient dans le cadre de la campagne présidentielle, puis en 2022-2023, avec une réforme paraissant brutale, mettant toutes les organisations syndicales dans une opposition frontale, le pays en opposition frontale, et sur laquelle il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, puisqu'il a fallu avoir recours au 49.3. Donc ça peut paraître comme une solution, mais il faut aussi acquiescer un moment au fait que cette réforme-là préparait le fait qu'elle soit remise en cause, et que donc construire des réformes avec cette méthodologie-là, eh bien, c'était en fait créer une chance sur deux pour qu'on revienne en arrière sur cette réforme, alors que toutes les réformes précédentes, en fait, on est allé au-delà de la précédente et jamais il y a eu de retour en arrière. Et d'ailleurs, même François Hollande, finalement, est allé au-delà de la réforme de 2010 avec Marisol Touraine qui a augmenté la durée de cotisation. Donc il y a aussi quelque chose dans la manière de gouverner qui doit être une leçon sur le destin de cette réforme des retraites qui effectivement est, et là encore je parle sous ton contrôle, une des raisons pour lesquelles on a le plus fort écart, un écart de 11 points de PIB dans le taux de dépenses publiques par rapport au PIB, par rapport à l'Allemagne. Les retraites font partie de l'explication des raisons pour lesquelles la France est un des pays qui a un taux de dépenses publiques par rapport à sa richesse parmi les plus élevés d'Europe. Alors, c'est les retraites, mais c'est surtout le taux d'emploi. C'est-à-dire que vous avez un problème en France, pas du tout que les gens travaillent moins, sont feignants, etc., pas du tout, mais qu'on a un taux d'emploi qui est plus faible parce qu'en effet, on a un taux de chômage qui est plus élevé chez les moins de 25 ans et notamment, particulièrement chez les 55-65 ans, notamment par rapport aux pays nordiques où le taux de personnes en emploi, même partiel, est de 10 points supérieur. Et donc, l'idée, c'est de dire que plus vous augmentez ce taux d'emploi, eh bien, plus vous allez augmenter la création de richesse qui va être tout au long de la vie et donc en effet la création de richesse que l'on a en différence, comme vous l'avez dit, en termes de PIB par tête par rapport aux pays nordiques. Et d'ailleurs cette réforme des retraites c'est assez mécanique. Dès que vous augmentez l'âge de départ, vous avez mécaniquement une augmentation du taux d'emploi. On voit déjà dans les chiffres de l'INSEE. Donc c'était ça un petit peu l'esprit. Bien sûr qu'il y a la crise démographique, mais aussi l'idée c'était d'augmenter notre taux d'emploi des jeunes, mais surtout des seniors, parce que les jeunes ont rétréci avec l'apprentissage, pour augmenter toujours la richesse créée. Plus on crée de richesse, et bien plus on a de la croissance, et donc on n'est pas obligé de sabrer dans les dépenses publiques. Donc c'était ça un petit peu la mécanique qui était intéressante en 2019. Et dans les pays nordiques, pourquoi il y a cette grande différence avec la France, parce que c'est ça que l'on voit. Pourquoi vous allez me dire en Allemagne on veut travailler jusqu'à 75 ans, etc. C'est pas parce qu'il y a un gène allemand ou autre, pas du tout. C'est que l'organisation du travail est très différente dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, l'idée c'est d'accompagner le salarié tout au long de sa carrière. Et les syndicats sont très focalisés là-dessus. Ils ne se battent pas uniquement pour les salaires. Ce qu'ils veulent, c'est que votre position en termes de formation, de qualification s'améliore. Et comme votre formation, votre qualification s'améliore, votre salaire aussi. Et donc, vous avez vraiment un accompagnement tout au long de la vie. Et donc, votre productivité, elle est gérée tout au long de la vie pour qu'à 30 ans, vous n'ayez pas le même emploi à 50 ou 60 ans. En France, pas du tout. En France, l'idée, c'est que vous avez une très forte productivité sur les 25-55 ans, où là, vous pouvez avoir, si vous êtes peu qualifié, très peu de formation et très peu d'évolution de carrière.
Et donc, beaucoup de gens se retrouvent à 55, 65, à 60 ans avec très peu d'augmentation de salaire par rapport à quand ils ont commencé. On voit le nombre de personnes qui est au SMIC qui a augmenté dans des conditions physiques très compliquées parce que vous n'avez pas cet aménagement de la carrière. Et donc, en 2019, l'idée aussi, c'est de se dire pour obtenir ce taux d'emploi, c'est pas forcer les gens à travailler plus, etc., mais aussi d'avoir cette vision sur comment on gère son emploi tout au long de la vie. Et d'ailleurs, même les gens qui partent en retraite, hein, aujourd'hui, l'âge de départ, c'est 63,2. Donc, on voit que les gens partent plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de financement. Hein. Vous êtes en retraite, vous gagnez moins, donc les gens veulent continuer à gagner plus. Et beaucoup ne seraient pas forcément contre l'idée de travailler, mais à leurs conditions et avec un respect de leurs conditions physiques. Donc, on voit que 2019, ça aurait pu être l'opportunité d'avoir ce débat. Ce débat qui malheureusement a été manqué et qui aujourd'hui a un impact sur notre taux d'emploi qui certes a augmenté, mais reste très faible par rapport à nos partenaires européens. Et si on pourrait essayer 2 minutes sur les retraites, mais en même temps, Oui, on s'achemine vers sujet. cette grande discussion qui ne sera pas un conclave finalement, mais où on va remettre en chantier la réforme des retraites. Quand on ne veut pas toucher en fait à ces deux totems que sont le taux de cotisation et le montant des pensions, c'est-à-dire l'argent que touchent les retraités. Ce qui se discute, hein, mais voilà. Donc, il n'y a plus que, effectivement, l'âge effectif de départ à la retraite qui répond à cette question du taux d'emploi des seniors. Et c'est vrai qu'il y a une manière accélérée d'augmenter l'âge effectif du départ à la retraite, c'est d'augmenter l'âge légal. C'est-à-dire, en gros, d'obliger les gens. C'est le plus efficace pour aller plus vite. Et je pense que c'est ce qui a présidé au choix de dire retraite à 65 ans à la campagne de 2022, finalement ramener à... Enfin, c'est ce qui marche le mieux. Et puis ensuite, il y a la solution patiente, la solution de fond, qui consiste à jouer à la fois sur les conditions de travail, comme le disait Anne-Sophie, et sur la durée de cotisation, qui lève quand même le principal écueil et l'objection, notamment de la CFDT, qui a toujours une ouverture sur les mesures sur la durée de cotisation, mais pas sur les mesures d'âge, ne serait-ce que parce que pour les carrières longues, c'est plus juste. Une fois que vous avez aux cotisations, vous pouvez prendre en retraite. Mais le choix de faire l'âge couperet, mésestime en fait, en gros ne fait pas confiance aux gens, pour le dire simplement. C'est-à-dire la capacité d'arbitrage des Français à qui, si on donne une certaine liberté de choix, peuvent se dire finalement je peux travailler plus longtemps, ça m'intéresse d'avoir une meilleure retraite, etc. Simplement, évidemment, ça va moins vite. Ça va moins vite, mais la leçon d'aujourd'hui, si on met le sujet en chantier, c'est presque, pardon, de la simplification, mais c'est un peu voilà, l'illustration de l'adage tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Sans les Français, on va peut-être plus vite, mais On va pas trop loin. en discutant un tout petit peu plus à plusieurs, on a peut-être une chance de faire des réformes plus durables. Après, on verra bien ce qui ressort de ces discussions, mais je vois pas tellement comment politiquement ce serait assumable si François Bayrou survit jusqu'à la fin de ces discussions, de dire finalement on touche à rien puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Non, je voulais juste te dire que moi je pensais effectivement qu'elle reviendrait sur la table, cette réforme, mais pour qu'on pousse l'âge de départ encore plus loin, parce que beaucoup d'économistes ou beaucoup de responsables politiques considèrent qu'on ne va pas assez loin, qu'il faudrait aller plus loin, notamment sur l'âge légal de départ, à 66, 67 ans, notamment ce que pensait par Philippe. Et les partenaires européens le font. Certains le font même par décret, c'est-à-dire que ça passe comme une lettre à la poste du jour au lendemain et personne n'en parle pendant 3 mois, ou même 1 an, parce qu'on en parle depuis très longtemps. Et en fait, je pense que l'image que ça donne, que ça renvoie quand même au marché, c'est même pas une image de sur place, c'est une image de marche arrière, c'est-à-dire qu'on revient sur un... Ils disent ils sont pas capables de trancher un sujet dont ils avaient déjà parlé pendant 6 mois, et ils doivent en reparler encore pendant 6 mois en 2025. Donc, ça envoie pas une très bonne image. Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre, là, François Bayrou? Combien de temps il peut encore durer comme ça? En fait, il y a une vraie question, parce que là, son bail est renouvelé à Matignon, oui. Mais non, mais son bail est renouvelé. Sauf que, franchement, on découvre en marchant, on découvre à l'usage ce que c'est que cette nouvelle donne politique et cette absence de majorité et ces gouvernements qui sont... Mais il y a un scénario, une hypothèse qui ne me paraît pas absurde, c'est que ce soit en gros le balancier, en gros le métronome, un coup censure, un coup pas censure, un coup censure, etc. Regardez la position du Parti socialiste qui s'est quand même fragilisé vis-à-vis d'une partie de son électorat, vis-à-vis de ses partenaires de gauche. Dont on Rappelle peut que parler, le Parti socialiste annonce le dépôt d'une motion de censure spontanée pour dire maintenant qu'on a un budget, on
peut matérialiser par un vote de censure tout le mal qu'on pense d'un gouvernement qui n'est pas légitime puisqu'il ne respecte pas, à nos yeux, le sort des urnes. LFI a déjà qualifié l'initiative d'hypocrite en disant bah, c'est pas ça qu'il fallait censurer avec nous. Peut-être que LFI ne voterait pas la motion de censure annoncée par le Parti socialiste. Mais maintenant qu'il y a un budget, les raisons pour lesquelles le Parti socialiste n'a pas voté la censure cette fois-ci, ou ne va pas la voter, c'est en ce moment, donc on suppose qu'il ne va pas la voter, tombe d'une certaine manière. Le scrutin vient d'être ouvert, nous précise Donc, Cristal dans le chat. la fragilité de François Bayrou reste totale, parce que toujours tiraillé entre ce que souhaite son aile droite, le fait que le Rassemblement national pèse toujours 140 députés, ça n'a pas changé. Donc il y a un point d'interrogation qui participe aussi de la fragilisation. On ne peut que donner raison à tous les observateurs extérieurs qui disent tant qu'il n'y a pas un changement majeur de la donne, la France est un pays instable avec une situation fragile. Chers amis, il est 17h58, passé de 52 secondes, et je vois que mon prochain plateau est arrivé. C'est peut-être l'heure du mot de la fin, et à tout le moins celui de la suite, Anne-Sophie Elsif. Oui, en effet, pour conclure, moi je pense qu'on peut tomber juste dans une situation d'indifférence, et on le voit, ça commence aussi à fatiguer beaucoup les Français. Donc maintenant, on a un budget, voilà, hurrah, et on attend peut-être l'élection présidentielle en espérant qu'il n'y ait pas trop d'impact. Bon, le problème, c'est que le contexte international force et appelle à avoir exactement le comportement inverse, c'est-à-dire des politiques économiques qui devraient être ambitieuses et fortes. Ouais, Sébastien Schneegans, le mot de la fin, le mot de la suite. On voit que Michel Barnier a un peu essuyé les plâtres. Certains d'ailleurs le surnom de Michel Le Bref de façon assez mesquine. Donc il a montré les erreurs qu'il ne fallait pas reproduire. Et Bayrou a cette chance. Et j'ajoute juste que Bayrou a une chance. C'est qu'il y a un congrès du PS très bientôt. Et en fait, Olivier Faure a tout intérêt à soutenir plutôt Bayrou, en tout cas être dans une logique de non-censure, pour prendre la tête de ses opposants qui lui reprochent d'être trop conciliant, trop proche de Mélenchon. Emmanuel Rivière, le mot de la fin, le mot de la suite. La suite, là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, tout le monde est en train plus ou moins de s'esquinter. Là. Donc, le rapport des Français aux politiques est en train de se dégrader. Après, les Cassandres habituels diront ben voilà, qui fait le lit du Rassemblement national. C'est pas si facile à démontrer que ça, en fait, que ce soit la résultante. Voilà. Je pense qu'on est plutôt dans un moment d'accélération vers le changement de régime. Mais comme je disais tout à l'heure, le changement de régime, c'est pas forcément le changement des institutions de la Ve République. Changement des modes de scrutin suffirait à opérer ce changement de culture et de fonctionnement politique qui rendrait les choses immédiatement très différentes. 18h passé de 44 secondes. Merci, chers amis. Merci. Merci d'avoir répondu aux quelques questions du chat. Merci d'avoir mené le débat quasiment tout seul. J'ai posé très peu de questions. Je vous fiche dehors. Je vous dis à la prochaine fois pour parler politique et budget. Passez une excellente soirée. Je vous remets entre les mains de Camille Rioux qui devrait vous permettre de retrouver votre chemin vers l'air glacial du 116 avenue du Président Kennedy du 16e arrondissement de Paris. 18h01, passé de 4 secondes. On change complètement de sujet. On quitte l'hôtel de Matignon et on file dans le cœur de ceux qui ont 20 ans en 2025. Une population balancée entre des craintes, des aspirations, quelques certitudes et qui expriment le besoin d'être un peu plus écoutés. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Institut de sondage Ipsos pour l'association Article 1 et au terme de laquelle on découvre qu'avoir 20 ans en 2025, c'est pour 72% des 600 jeunes interrogés avoir le sentiment qu'on n'est pas vraiment écouté. C'est aussi pour 7 jeunes sur 10 trouver que les inégalités sociales sont importantes et pour plus de 6 jeunes sur 10 que l'école ne donne pas la même chance à tous. C'est aussi pour cette génération le sentiment que les inégalités sociales sont un frein majeur à la réussite et que c'est préoccupant, bien plus même que le pouvoir d'achat, par exemple. Il est 18h, on peut dire bonsoir. Bonsoir Diana Motte. Bonsoir. Vous êtes directrice d'études, vous êtes chargée d'études chez Ipsos. À vos côtés, en face de moi, Benoît Landau. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Directeur des programmes d'Article 1. C'est quoi Article 1 ? Article 1, c'est une association d'égalité des chances. Donc on se bat pour que les jeunes de ce pays bénéficient tous du même accès aux opportunités, à l'emploi, aux études, quel que soit le milieu d'origine. Et Article 1, c'est en référence à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et à vos côtés, Abigail Déa. Bonsoir Abigail. Bonsoir. Vous êtes étudiante, vous avez été admise en master grâce à une bourse mérite. Vous êtes actuellement en alternance en entreprise. Vous êtes à Schema, c'est une école de commerce, et vous êtes alternante à Alliance, si on m'a tout bien dit, c'est ça ? Diana Motte, je vais commencer par vous. On peut peut-être faire un point, parce que c'est Ipsos qui a commis l'étude pour Article 1 que vous représentez. Benoît, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette étude et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?
Alors déjà, pour revenir rapidement sur l'étude, donc c'est une étude qui a été menée pour les 20 ans d'article 1, qui a été menée auprès de 600 jeunes âgés de 20 à 21 ans. Et cette étude avait un peu pour vocation de dresser un portrait, un panorama de cette jeunesse, quels sont leurs espoirs, leurs craintes et leurs projections dans le futur. Et un des résultats très intéressants de cette étude, vous l'avez un peu mentionné, c'est l'optimisme de cette jeunesse. Les jeunes se montrent tout à fait confiants, sereins vis-à-vis de leur avenir en général ou même vis-à-vis de leur avenir professionnel. C'est 70% des jeunes, donc quand même 7 jeunes sur 10, qui se dit optimiste vis-à-vis de son avenir professionnel. Mais cependant, évidemment, tout n'est pas tout rose. Et les jeunes se montrent très inquiets à propos des inégalités sociales en France et portent une vision très critique, on va dire, de ces inégalités sociales. C'est ce que vous retrouvez chez vos bénéficiaires, Benoît? Oui, parce que les inégalités On dit sociales... bénéficiaires, vous êtes une association? Oui, ou les jeunes qu'on accompagne, enfin on peut dire les étudiants, mais en tout cas les jeunes qu'on accompagne, effectivement, soit ils vivent eux-mêmes ces inégalités-là, et pour aussi une partie d'entre eux, ils s'engagent après, par exemple, avoir été accompagnés, pour aussi prendre leur place et être, par exemple, comme nous, on appelle ça des different leaders, donc des leaders un peu différents, des jeunes qui ont été accompagnés par article 1 et qui vont prendre la parole, par exemple, pour aussi contribuer à faire changer le système et répondre à ces inégalités-là. Vous, Abigail, vous vous retrouvez dans la description que Diane Lamotte a faite? Oui, c'est vrai que... C'est quoi votre histoire? Vous avez 22 ans, vous êtes un peu jeune, Abigail. Oui, en termes d'histoire, oui. Alors, les inégalités, oui, c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face tout au long de ma scolarité. Moi, j'ai une mère donc, qui est employée de maison et un père qui est au chômage maintenant depuis une dizaine d'années. Donc, c'est sûr que rien qu'avec ça, déjà, sans rajouter tout le reste, en termes d'inégalité, on est déjà pas mal. Et j'ai fait aussi un passage en foyer de l'enfance, donc on rajoute aussi quelque chose. 2 expulsions au cours de ma scolarité jusqu'à mes 18 ans, donc on rajoute encore quelque chose. Donc c'est sûr que je me reconnais totalement dans les chiffres. Avoir confiance en l'avenir quand on est dans un contexte familial moins chanceux que d'autres, c'est sûr que c'est difficile d'avoir confiance en l'avenir. Et pour rejoindre ce que tu as dit, Benoît, c'est vrai que d'avoir des associations comme ça où on peut se retrouver avec d'autres personnes qui nous ressemblent, déjà ça permet d'avoir plus confiance. Je pense que ça a pu jouer aussi chez certains qui ont pu répondre à ce questionnaire. Et ensuite, oui, c'est sûr que ça donne aussi envie de s'engager après nos études, notamment à travers le Different Leaders, mais aussi, par exemple, en voulant nous-mêmes être mentors, en voulant nous-mêmes prendre la parole sur ces sujets. Et donc, oui, je me reconnais sur ces chiffres. Alors, c'est quoi être mentor, par exemple? Un mentor... C'est quoi les programmes? Enfin, c'est ça, ce sont des programmes de mentorat. C'est quoi un programme de mentorat? Ouais. Alors... N'hésitez pas à prendre la parole. Ah oui, si vous voulez, mais je peux couper la commencer parole. avec ton cas. Ton histoire, c'est beaucoup de mentorer, donc de jeunes accompagnés par un mentor. Oui, alors pour mon cas, donc moi j'ai eu 2 mentors au cours de ma scolarité, et dont des mentors de chez Article 1. Et donc être mentor, ça va être accompagner la personne qu'on suit, par exemple sur les CV, sur des entretiens d'embauche, sur l'orientation en fait, l'orientation, la transmission d'informations, parce que une des problématiques aussi quand on va voir des associations comme Article 1, c'est qu'on manque d'informations, et donc après pour s'orienter et savoir ce qu'on veut faire... Alors, très concrètement, par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a manqué comme info? Alors moi, ça a été toutes les informations par rapport aux écoles de commerce. Moi, c'est une option que j'avais totalement délaissée pendant mon lycée, même pendant toute ma scolarité. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais faire 2 ans de prépa à souffrir pour... C'est un peu élitiste, c'est cher, c'est oui, c'est peut-être cher. loin aussi de ton milieu. Ouais, pourquoi est-ce que j'irais là-bas? C'est super cher. Oui, j'étais allée faire des journées où on nous expliquait un peu les prépas PGE, tout ça, etc. On disait, oui, attention... les frais d'inscription au concours sont gratuits. Mais après, je regarde les frais de scolarité, par exemple, de chez HEC, je me dis, mais c'est ridicule. Ça va pas la tête. Donc, non, pas du tout. Et puis même j'ai fait une licence. Donc, j'ai fait une licence à l'université Paris-Est Créteil. Même faire une licence, pour moi, c'était une option que je considérais pas du tout. Moi, en terminale, alors que j'ai fait un bac terminale S avec des étudiants, eux, qui... Enfin, j'étais dans un très bon lycée, j'étais dans un lycée international, et les autres élèves, eux, se projetaient vers Harvard, vers HEC, faire des grands parcours. Et moi, j'étais à côté, non, je vais faire un DUT, je vais faire un BTS, parce que j'avais ce réflexe de me dire, je fais des études courtes,
et professionnalisante, donc je vais pouvoir m'en sortir plus rapidement et avoir un salaire vite après mon lycée. Et c'est une démarche donc qu'il a fallu un peu déconstruire, notamment grâce au soutien de mon père aussi, qui m'a dit non, parce que j'ai aussi une grande sœur donc, qui est passée avant moi et qui a été un peu un test, parce qu'elle a fait des études courtes, et elle n'a pas forcément été hyper soutenue pour son orientation, parce que moi, mes parents, donc mon père a fait bac+2, il me semble, et ma mère vient des Philippines, donc elle n'a pas du tout fait ses études en France. Donc après, pour donner les bonnes informations, avoir une bonne idée de ce qu'on a accès après le lycée, bah, c'était fini, quoi. Donc on s'est penché vers des études longues, on s'est dit fais une licence. Et pareil, j'ai postulé donc pour des licences. Moi, je viens de Strasbourg aussi de base, donc je suis venue à Créteil pour faire mes études. Mais pareil. Mais ce qui suppose plein de choses, hein, c'est-à-dire se loger. Oui, se loger, trouver un logement. Et en plus, je suis arrivée pendant le Covid, donc ça a été pour trouver un travail à côté ou se financer, c'était impossible en fait. Donc j'ai été amenée aussi à faire comment ça s'appelle, les distributions alimentaires copains. C'était une période vraiment très difficile, la période du Covid, surtout pour nous étudiants en Crous qui devions être enfermés si on n'avait pas la possibilité en fait, de rentrer chez ses parents parce qu'il n'y a pas de place ou qu'il n'y a pas de logement. On était un peu condamnés. Et donc je suis arrivée sur Parcoursup, pareil, j'ai vu l'université de Créteil, pareil, je connais pas, je me suis dit bon, c'est une licence, ça a l'air sympa, on y va. Et quand je suis arrivée à Créteil, pareil, je suis assez tombée de haut en fait par rapport à l'enseignement supérieur. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que comme je l'ai dit, j'étais dans un très bon lycée. Et quand je voyais moi ce que je faisais à l'université de Créteil et là où les autres étudiants, enfin les gens de mon lycée avaient fini entre guillemets, moi j'ai des personnes dans mon lycée par exemple qui sont qui font des études polytechniques à Lausanne, j'en ai qui sont à HEC, etc. Enfin, ils font des très bons parcours. Et quand je suis arrivée à Créteil, je pense que Créteil, ils sont vraiment très bons, par exemple pour leurs études en droit, etc. Mais moi, je suis arrivée en licence administration et échanges internationaux. Et je suis arrivée sur un campus délabré. On a eu aussi du distanciel. Plus que les autres universités, parce qu'il n'y avait pas de place dans les amphithéâtres. L'université, le campus centre, il est en travaux depuis des années maintenant. Et donc, c'était assez difficile de se dire, waouh, je viens de Strasbourg, j'ai fait autant de kilomètres, je me retrouve enfermée dans une université où ça me plaît pas, ce que je vois, ça me plaît pas. On est un peu, on est perdu. Et à ce moment-là, j'avais pas de mentor. Donc, c'était une période où je me posais beaucoup de questions sur... je fais quoi? Et en plus, moi aussi, pour ajouter un peu dans mon parcours, donc en France, moi, mes seuls repères, c'est mon père, ma mère et ma sœur. Donc quand j'arrive en Île-de-France, j'ai aucun contact, je connais personne. Et donc, je me suis dit, ok, tu connais personne, comment on va faire? Donc, j'ai creusé sur les réseaux sociaux, j'ai cherché des associations, et je suis tombée sur Echelon 7, @Echelon 7, Iman Boudi, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Bref, qui tenait un compte Instagram, donc qui faisait des recettes pour les boursiers sur Instagram. Et elle avait été mentorée à une époque. Et je suivais aussi une autre fille qui s'appelle May West, qui promeut qui montre comment on peut voyager avec très peu de moyens. Et pareil, elle avait été mentorée et ces deux personnes avaient fait la promotion donc d'Article 1. Et je me suis dit, ça serait une bonne idée en fait de commencer quelque part et en plus d'avoir accès gratuitement à une ressource d'information que j'ai pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par m'inscrire sur Article 1, que j'ai eu une première mentor, un deuxième mentor. Et maintenant, je suis avec un mentor avec qui ça se passe super bien. Et en plus de ça, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait un service civique. Après, j'ai tout fait pour, en gros, m'en sortir. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai réussi à financer une année pour partir à Taïwan parce que j'avais aussi commencé le mandarin et la licence que je faisais, je l'avais choisie exprès
parce qu'il y avait un parcours où je pouvais apprendre le mandarin, mais on avait 2 heures toutes les 2 semaines, donc je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir capitaliser là-dessus. Donc j'avais fait un service civique, j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé à l'aéroport et tout, et après ça, j'ai pu faire une année de césure, j'ai pu me financer une année de césure, où je suis partie 6 mois pour apprendre le mandarin directement à Taïwan, et après ça, j'ai réussi, par biais d'informations et de contacts, à avoir un stage en Chine. Et après ça, je suis rentrée en Île-de-France, j'ai fini ma licence à Créteil. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer d'avoir un bon master. Là aussi, je suis tombée de haut, donc j'ai essayé d'avoir les meilleurs résultats que je pouvais avoir. J'ai fait ma 3e année de licence en alternance. J'ai récupéré le maximum de lettres de recommandation qu'il était possible auprès de mes professeurs en université. Mais sur mon master, bon, peut-être soit j'ai visé trop haut, soit mon profil n'était pas assez bon. Mais j'ai eu 15 refus, donc sur 17, je crois, 15 refus sur 17. Et tous les choix, enfin, j'avais juste été acceptée à l'université de Créteil en master. Et en même temps, j'avais fait donc l'Institut de l'engagement avec lequel j'ai pu, donc qui m'a soutenue pour entrer à Schema. Donc beaucoup d'efforts pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et je sais que c'est loin d'être terminé. Dans le chat, il y a plein de bravo pour vous, Abigail. Vous êtes pleine de vie, vraisemblablement, c'est la première fois qu'on se rencontre. Vous avez un niveau scolaire qui était assez élevé quand même. Vous avez de grosses capacités de boulot visiblement et vous en sortez bien. Et mon chat s'est éteint, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Cyril, tu ne veux pas regarder? Pardon, excusez-moi. Mais il n'y a pas que des Abigail. Peut-être qu'il y a des gens qui ont moins de facilité que vous. Alors moins de facilité ou moins de force aussi. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez des facilités. En tout cas, vous avez dépensé beaucoup de calories pour vous en sortir. La question, c'est peut-être pour vous, Benoît Landau. Il n'y a que des profils comme Abigail ou il y a de... Non, pardon, il n'y a pas que des profils comme Abigail. Et je vous félicite par ailleurs, Abigail. Bah oui, merci. On peut vous reprocher d'être pleine de vie. C'est pas fini, oui. Plein de mérite. Hein. Ouais, mais effectivement, on voit toutes les difficultés, comme tu viens de le raconter, auxquelles on est cumulé, qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc voilà, le logement, les codes et tout. Et alors, non, tous les jeunes n'ont pas ces trajectoires-là, on le sait. Après, nous, ce qu'on fait concrètement, parce que c'était aussi votre question juste avant sur les programmes d'article 1, entre autres, par exemple, sur le programme de mentorat qu'on fait dans toute la France, comme ce que tu as raconté, si on devait un peu le résumer, c'est aider des jeunes, quel que soit leur niveau, à acquérir confiance en eux, déjà, si on résume un peu ça, et acquérir les codes. Parce que dans ce que tu disais, il y avait ça aussi. Et donc, c'est une relation qui se noue entre donc, un étudiant et un adulte bénévole. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être en visio, en digital. Parfois, certains se voient, d'autres non. Voilà, pour que ce soit souple, parce que c'est aussi les usages des étudiants d'aujourd'hui. C'est pas forcément de devoir être à heure fixe. One devant un café dans un bar. Ça peut, mais ça peut aussi être autrement. Y compris avec des jeunes, parce que tu le disais un peu aussi avec la problématique de mobilité, des jeunes qui, en fait, nous, on met en relation avec un mentor en fonction du domaine d'études. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans le même quartier ou dans la même région que soi. Y compris, et c'est ce que certains jeunes nous demandent, c'est de pouvoir se projeter. Par exemple, moi, je me souviens une fois quand j'étais à Marseille, des jeunes de Nice qui m'ont dit « Non, mais moi, je veux pas être avec un mentor d'ici. Moi, je veux aller à Paris, je veux quelqu'un de la Défense qui m'aide à ouvrir les perspectives, les horizons, et me parler de ça et m'aider à le réaliser, par exemple. » Donc c'est un peu ouvrir sur ça, aider donc en gros la réussite des études et puis préparer l'insertion professionnelle. Ce que tu as dit aussi un peu, les CV, les codes, parce que c'est beaucoup ça. Et nous, donc on accompagne tous les étudiants et en particulier ceux de milieu populaire. Donc pas que les boursiers, mais beaucoup les boursiers. Et donc là, on a un accompagnement renforcé pour les aider, entre autres là-dessus, y compris sur l'insertion professionnelle. Parce que les besoins sont différents, et voilà, les situations sont différentes, et donc on a un accompagnement plus ou moins renforcé. On peut former aussi nos mentors, ou nous, faire des webinaires, des événements, faire de la communauté, parce que comme tu le disais, c'est voir d'autres jeunes qui sont dans la même situation. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre pairs, y compris par exemple, nous, on a renforcé un programme sur les filles, les étudiantes, pour les encourager dans les filières scientifiques, techniques, les maths. Où elles sont moins présentes. Après, voilà, où elles sont moins présentes. Et donc, une des choses qui marche le mieux, là aussi, c'est l'encouragement entre pairs, la sororité, les rôles modèles féminins. Le mentor aide aussi, mais là, on a plusieurs leviers, par exemple, parce que là aussi, il peut y avoir un cumul d'autocensure, de plafond de verre ou d'inhibition qu'on se met par rapport à ça. Et puis, j'irais autre gros domaine d'activité d'article 1 par rapport à nos programmes, c'est plutôt en amont. C'est-à-dire là, avec les lycéens et les lycéennes, pour aider sur l'orientation. Parce que là aussi, comme tu le disais, il y a un sujet d'accès à l'information. Et ensuite, il y a un sujet de pouvoir se projeter dans les domaines d'études auxquels on ne pense pas forcément.
Donc là, on fait des ateliers en lycée dans toute la France. Là aussi, en particulier dans les lycées sur lesquels on a en gros l'indice de position sociale qui dit que c'est des lycées où il y a plutôt des élèves de milieu modeste, pour en fait leur expliquer les codes de tout ça, préparer Parcoursup, qui est quand même un gros moment de stress pour beaucoup de lycéens, réfléchir à ça et pouvoir se projeter. Et ensuite, on a une plateforme en ligne donc, qui s'appelle Inspire-Orientation pour que, par exemple, des jeunes qui n'ont pas de médecin ou d'architecte autour d'eux peuvent rencontrer en ligne, chatter avec des étudiants qui sont dans ces filières-là, en fait, et pouvoir leur poser des questions sur comment toi tu as fait, des questions très concrètes en fait, mais pour que des jeunes créent un lien et puissent se projeter avec quelqu'un d'autre qu'un prof ou un adulte, et donc de pouvoir comme ça poser ces questions-là. Donc nous on essaye un peu comme ça à la racine de corriger un peu ou de combattre ces inégalités de destin selon le milieu d'origine. Diane Lamotte, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Oui, j'aimerais revenir sur cette question des codes, qui est effectivement un des résultats aussi clés de notre enquête, les codes dans le monde professionnel. C'est-à-dire que nous, dans notre enquête, ce qu'on voit très bien, c'est que même si on est optimiste vis-à-vis... Expliquez peut-être un peu pour ceux qui nous rejoignent ce qu'on entend par code. Alors, c'est sa manière de parler, d'être, de le champ s'habiller. lexical, la manière de s'habiller, certainement. Voilà, tout ça. Et alors, donc, même s'ils sont très optimistes sur leur avenir professionnel, les jeunes trouvent quand même que le monde du travail est plus stressant qu'épanouissant, pour 70% d'entre eux, ce qui est quand même très conséquent. Et pourquoi c'est stressant? C'est cette question des codes qui est absolument essentielle. On a 58% des jeunes qui nous disent avoir peur d'être en décalage avec les codes professionnels, et c'est même 63% la peur d'être en décalage avec ses collègues, avec des gens d'autres générations. Donc c'est ses collègues, sa hiérarchie, son manager. Et ça, pour le coup, moi je trouve que c'est un des résultats très intéressants de l'étude, parce que ça vient un peu, pas prendre le contre-pied, mais compléter tous les discours qu'on entend sur la Gen Z au travail. Nous, par exemple, quand on interroge des chefs d'entreprise sur la Gen Z au travail, donc là on parle plus de 18-30 ans, ils nous disent qu'ils les comprennent pas trop, qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Mais en parallèle, on a une Gen Z, quand on l'interroge sur le monde du travail, elle dit qu'elle a envie de travailler, elle a envie d'aller dans les entreprises, elle a envie de s'investir. Mais d'un autre côté, il y a cette incompréhension qui est là entre des générations plus âgées et cette Gen Z. Et ça, pour le coup, on le retrouve beaucoup dans cette histoire de code. Et on le retrouve davantage? On a des éléments de comparaison ou pas vraiment? C'est-à-dire davantage? Là, vous donnez un pourcentage, c'est plus qu'avant? C'est moins qu'avant? Alors, on n'a pas, la première fois. On n'a pas d'évolution pour le coup sur cette étude. Je ne vais pas vous piéger. Pardon. On est bien dans le talk de France Info, vous savez. Mais par contre, là où on a eu des résultats intéressants aussi, on a demandé aux jeunes s'ils se sentaient trop favorisés par rapport aux générations précédentes. C'est seulement 40% qui sont d'accord avec cette idée, donc 60% qui sont contre cette idée. Et quand on pose la question aux Français dans l'ensemble, donc c'est ce qu'on a fait dans l'étude Fracture française auprès de 3000 personnes, là c'est 59% des Français qui nous disent que les jeunes sont aujourd'hui trop favorisés par rapport aux générations précédentes. Donc sur le plan des inégalités sociales, il y a effectivement chez les jeunes une perception très profonde des inégalités sociales, mais aussi une perception d'une inégalité intergénérationnelle. Parce que quand vous avez 59% des Français qui vous disent que les jeunes sont aujourd'hui trop favorisés et que c'est 40% chez les 20-21 ans, il y a forcément un décalage. Est-ce que l'affaire n'est pas multimillénaire, ça? C'est-à-dire les vieux, comme je trouvais que les jeunes étaient plus... Pour un truc par rapport à ça, c'est que justement, une des forces du mentorat, et pourquoi on croit à ça, et qu'avec plein d'autres associations, on défend ces actions de mentorat, c'est entre autres ça, c'est-à-dire aussi de combler un peu ce fossé intergénérationnel, puisque donc un jeune, un mentor, ils n'ont pas forcément en général le même âge, mais du coup, et ça permet, par exemple, quand on a 20 ans, et comme tu disais, à part les parents ou les profs, on n'a pas forcément d'autres référents qui ont 40, 50 ans, qui sont dans d'autres milieux dans cette génération-là. Et donc aussi pour un peu préparer ce que tu disais, c'est-à-dire des échanges après sur les premiers jours au milieu du travail qui parfois se passent pas bien aussi de l'appréhension, c'est important de pouvoir les préparer avec quelqu'un qui est entre guillemets de l'autre côté de la barrière de l'âge en fait. Et donc c'est un peu comme ça, nous on dirait qu'on fabrique du nous, aussi de la cohésion intergénérationnelle entre des milieux et des âges qui sinon se croisent pas beaucoup ou se parlent pas beaucoup. Abigail, toi vous ressentez ça? Un décalage intergénérationnel, je le ressens pas vraiment comme ça. Je pense que on est très différents. C'est quoi en réalité les âges intergénérationnels, entre quelle tranche d'âge et quelle tranche d'âge? Alors là, nous on a interrogé des 20-21 ans, et l'autre étude que je mobilisais, c'était 18-24 ans. Ok. Et par rapport, non, je pense que votre question c'était. Oui, on a un décalage avec quelle tranche d'âge? Alors, quel âge on est vieux? Quel âge on est vieux? Très bonne question. C'est pas 40 ans. Non, pas du tout. C'est bien après 40 ans. Oui. On avait interrogé des chefs d'entreprise. Donc là, sans notion d'âge, c'était juste.
une imagine plus grisou. A priori. On va dire ça. Moi, ça va. Pour l'instant, j'ai Ouais. pas trop de mauvaises expériences avec les générations, enfin les personnes plus âgées. Moi, je prends ça plus, comme tu dis, des ressources et des personnes qui en fait ont un regard plus mature peut-être sur certains sujets et qui ont pris de l'expérience sur certaines choses. C'est plus comme ça que je le vois. Ensuite, par exemple, dans mon entreprise, je suis dans une direction avec beaucoup de seniors. Chez Allianz, il y a beaucoup de seniors. Et en réalité, non, je trouve que ce qui est important, je pense qu'il y a un décalage si on n'essaie pas de comprendre l'autre. Donc, mais moi, dans ma direction, je trouve que malgré l'écart d'âge, on essaie quand même d'essayer de se comprendre. Et puis moi, je suis dans une démarche où j'essaie pas de me dire ma vision des choses en tant que personne jeune doit être meilleure que celle de l'époque d'avant. Parce que je trouve même qu'on se retrouve des fois dans des parcours de personnes qui sont plus âgées. Par exemple, il y a quelques semaines, j'avais raconté mon parcours pour les 20 ans d'Article 1. Et il y a des personnes qui devaient avoir entre 40 et 50 ans qui se sont reconnues dans ce que je disais parce que ce que j'ai pu vivre, c'est des choses qu'elles ont pu vivre aussi. Alors donc, un écart, je ne sais pas sur quel sujet, peut-être la façon d'approcher le travail, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles façons de travailler. Peut-être que les attentes sont supérieures même en termes de salaire. On n'a pas la même façon aussi de chercher du travail. Maintenant, il y a Internet qui est super développé. Et donc après, est-ce qu'on est plus favorisé aussi ? Il y avait la question du favori. Enfin, oui, est-ce qu'on avait plus de chance, nous, en tant que jeunes ? Moi, je trouve que ce qui est notre force aujourd'hui chez les jeunes, c'est d'avoir accès à beaucoup d'informations avec Internet. Et je pense pas que... Parce que même le fait d'aller chercher l'information, en fait, il y a un plafond de verre aussi où on ne sait même pas que l'information existe. On est plongé dans plein d'informations. Après avoir sélectionné la bonne information et savoir que cette information va nous aider dans notre parcours, ça, c'est une autre problématique. Et non, je suis plutôt positive sur cette différence d'âge et sur ce que chacun peut apporter à l'autre. Bon, après, peut-être que je rêve un peu, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que c'est hyper important, en fait, de prendre de l'expérience de personnes plus âgées. C'est ce que je recherche, en réalité. En réalité, je trouve que c'est hyper... vraiment une source d'apprentissage. Dans cette étude Ipsos pour l'article 1, donc avoir 20 ans en France en 2025, donc on apprend plein de trucs, et notamment donc ils sont confiants, mais les jeunes ne sont pas écoutés. 66% des jeunes sont optimistes quant à leur avenir, mais 72% estiment que leur voix n'est pas entendue en France. C'est ce que vous ressentez, Abigail. Je vous demande beaucoup ce que vous ressentez ce soir. Hein. Vous êtes ma jeune, hein, désolé. Hein. Une petite séance chez le psy. Allez. Vous pouvez me répéter la question ? Est-ce que les jeunes, mais vous ne représentez que vous, Abigail, il n'y a pas de pression. Hein. Dans l'étude, on voit que 72%, je parle sous votre contrôle, Diane, ne se sentent pas suffisamment entendus. Leur voix n'est pas suffisamment écoutée, peut-être même plus qu'entendue. Oui. Ça, oui. En tout cas, dans mon parcours, c'est une colère même que j'ai ressentie par rapport à l'écoute, notamment pour avoir des exemples concrets, parce que je ne peux pas parler au nom de tous les jeunes, mais moi, dans mon parcours, par exemple, ça a été pendant la période du Covid où c'était vraiment, je pense, le summum de me sentir en fait juste enfermée et mise de côté. Parce que... j'ai un exemple assez parlant pendant cette période, c'est que j'étais en Crous, donc dans le 12e arrondissement de Paris, et on avait la ministère de l'Éducation supérieure, je ne sais plus c'est quoi le titre exact, qui était venue dans notre Crous. Donc Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, voilà, exactement. Vidal, je sais plus. Vidal. Oui, avec les cheveux bouclés. Oui, voilà. Qui était venue nous voir. Salut les jeunes. Ouais. Oui, elle était venue nous voir. Donc, elle nous avait rassemblés dans une salle d'accueil à cette époque-là. Avec des masques. Avec des masques, voilà, avec une bonne distance entre chaque. Et chacun avait partagé un peu ce qu'on ressentait et comment on vivait la situation. Et en fait, c'était juste une petite tape sur l'épaule et bon courage et force à vous, quoi. Enfin, c'était comme ça que je l'ai ressenti. Et même après ça, en fait, j'ai rien vu de différent. J'étais toujours enfermée dans ma chambre. Pour me nourrir, ça devait toujours être des distributions alimentaires chez les copains. On n'était toujours pas sur les bancs de l'université. On était toujours isolés. Et donc,
et je trouve que l'écoute, c'est important de venir et de dire oui, on vous écoute, oui, partagez vos parcours, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que écouter pour écouter, c'est déjà c'est une très bonne chose, hein, je remercie le geste, mais je trouve que c'est hyper important aussi pour nous, en tant que jeunes, d'avoir confiance en l'avenir et de sentir qu'on avance quelque part et que ce partage de parcours sert à quelque chose. C'est de dire, OK, après, on met ça en place, on fait quelque chose, quoi. Et c'est dommage ou pas, mais en tout cas, grâce à des associations comme Article 1, parce qu'il y a plein d'autres associations égalité des chances dans lesquelles j'ai pu aller et qui m'ont énormément aidée. J'ai fait par exemple l'Institut de l'engagement, Eloquentia aussi. C'est dans ces associations-là où j'ai l'impression de vraiment avancer parce que je retrouve des jeunes déjà qui sont dans les mêmes situations que moi et en plus, on se partage beaucoup d'informations. C'est aussi un point sur lequel je voulais rebondir avant. Quand tu disais que ça crée un peu une sorte de hub, en fait, moi, le réseau sur lequel je compte vraiment et les gens avec qui je peux partager des choses et avec qui j'avance vraiment, bah, c'est des personnes sur lesquelles je me retrouve dans les parcours. Et Avec d'autres jeunes accompagnés. Oui, par d'autres jeunes. Et les communautés que exactement. Ça crée entre vous, Bah, par exemple, pour donner un exemple très concret, si j'ai réussi à pouvoir aller dans ce programme Schema, à Schema, et que je suis en alternance aujourd'hui, c'est grâce à un mentoré, à quelqu'un qui était mentoré, enfin qui est toujours mentoré chez Article 1, qui m'avait parlé de l'Institut de l'engagement. Et ça, c'est une discussion qui s'est tenue dans un bus parce qu'on allait à une visite d'entreprise, parce que des fois, Article 1 organise des visites d'entreprise, et on était allé dans une visite d'entreprise, et j'avais parlé avec ce jeune-là, et je lui disais que oui, j'aimerais bien faire un bon master, je sais pas, je suis un peu perdue, etc. Il m'avait dit, mais t'as fait un service civique, etc. Et sur une discussion, en fait, on a réussi à avoir une information. Mais pour dire que en fait, nos orientations, elles se tiennent à une info dans un bus, quoi. C'est aussi pour ça, enfin juste il y a un truc qui peut paraître paradoxal, c'est le côté comme tu disais par rapport à d'autres générations. Bah aujourd'hui il y a un accès énorme à l'information avec Internet, mais c'est pas pour autant que toi tu as. Exactement. Et c'est aussi pour ça que nous on croit beaucoup à organiser des rencontres pour que justement avoir une information un peu qualifiée pour toi par rapport à ta situation et pour naviguer dans un océan de trucs. Trouver c'est aussi pour ça qu'on essaye de le faire comme ça. Ouais. Abigail, je vois que la présidente de la FAGE vient d'arriver et c'est vous que je vous substitue. Comme ça, vous faisiez un petit peu votre témoignage, Abigail. Et puis ensuite, j'ai la présidente de la FAGE qui va peut-être parler de manière un petit peu plus large d'autres jeunes. Mais votre mot de la suite, Abigail, à qui j'ai envie de souhaiter plein de succès, mais c'est déjà plus ou moins parti. Vous faites quoi là dans les prochains mois? Dans les prochains mois, là, je suis sur. J'ai fait pas mal de trucs. Ouais. Laissez-moi sélectionner l'information. Alors, là, je suis actuellement en première année de master et donc. Vous avez droit à quelques minutes. Oui, excusez-moi. Donc, je suis sur ma première année de master et donc je la fais en alternance chez Allianz. Donc, le mot de la suite, ça va être de continuer à faire le travail que je fournis en entreprise et aussi en école pour à la fois montrer que j'ai une capacité de travail tout aussi bonne qu'un autre élève peut-être qui a peut-être eu plus de chance dans son parcours, etc. Donc ça va être de continuer à prouver, hein. C'est malheureux, enfin c'est comme ça, oui, à prouver et faire mes petits projets à côté. Et voilà. Donc je vais synthétiser toutes les réactions dans le chat qui disent en gros merci Abigail pour son témoignage. Merci Abigail et bravo. Vous avez regardé ça tout à l'heure chez vous. Vous avez que des marques de sympathie dans le chat. Merci Abigail. Je vous fiche dehors, je vous remets entre les mains de Camille. Merci. Et merci infiniment pour votre chouette témoignage. Et revenez quand vous voulez nous donner peut-être de vos nouvelles. Et à vite. Et donc j'accueille Maëlle Nizan. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Vous êtes, ou bonsoir, oui, effectivement, 18h30, plutôt bonsoir. Vous êtes présidente de la FAGE. La FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Je ne suis pas sûr que vous avez eu la possibilité de nous écouter. On parlait d'une génération qui ne se sent pas assez entendue et pour laquelle il y a beaucoup de freins. C'est ce que vous voyez dans votre quotidien avec les jeunes avec lesquels vous proposez des services. Oui, complètement. Enfin, je pense que ça fait... Peut-être pour ceux qui nous rejoignent ce qu'est la FAGE. Ouais. J'aurais peut-être dû en faire mon affaire. Donc la FAGE, l'acronyme a été donné. C'est une organisation qui a vocation à représenter les étudiants. Et donc c'est une organisation, une fédération qui regroupe 2000 associations étudiantes. Et donc on va vraiment avoir tant ce volet représentation, défense des intérêts des étudiants et plus globalement des jeunes par le plaidoyer, mais aussi l'action de terrain, la mise en place de projets, d'épiceries sociales et solidaires. Donc on va vraiment avoir cette dualité action de terrain et défense par le plaidoyer auprès des représentants, des décisionnaires, etc.
qu'on parlait Et- tout à l'heure d'une jeunesse qui se sent pas suffisamment entendue, Oui, complètement. Mais je pense que c'est des choses suffisamment écoutée. qu'on voit, ouais, les deux, je pense, écoutés et entendus. Je pense que les deux se rejoignent. Mais oui, nous, c'est des choses qu'on voit vraiment, ce côté un peu incertitude, anxiété, ne pas savoir comment se projeter sereinement dans l'avenir. Enfin, c'est des choses qui reviennent beaucoup. La FEJ, on avait aussi fait une enquête à l'occasion des présidentielles en 2022 qui avait à peu près les mêmes constats d'ailleurs que l'enquête faite par Article 1 avec aussi Ipsos à l'époque. Et c'est vrai que on voit que les préoccupations sont à peu près les mêmes et qu'il y a toujours un peu le même constat de ce manque d'écoute, de l'impression que leurs préoccupations ne sont jamais mises sur le devant de la scène et qu'en fait c'est un peu une génération où nos sujets et nos principales préoccupations, les questions d'écologie, de pouvoir d'achat, etc., ne sont jamais celles qu'on va entendre dans le débat public ou par les partis politiques, les décideurs politiques, etc. Ça c'est quelque chose qui transcende un peu et qui est toujours d'actualité visiblement parce que ça va dans le même sens, ce qu'on est ressorti, donc complètement. Diane, c'est ce que vous constatez dans d'autres études que Ipsos a menées, peut-être? Alors, sur les préoccupations des jeunes, pour le coup, nous, ce qu'on observe là dans cette étude, c'est que les jeunes sont préoccupés par les difficultés de pouvoir d'achat, tout comme l'ensemble des Français. Pour le coup, ça, c'est une constante, que l'on soit jeune ou que l'on soit un peu plus âgé. Après, ce qui va différencier vraiment cette génération, c'est la préoccupation pour les inégalités sociales. Ça arrive en deuxième position, là, dans notre étude. Si vous prenez le classement des préoccupations qu'on fait tous les mois pour le baromètre Ipsos, saisie école d'ingénieurs pour la Tribune dimanche, la deuxième préoccupation, c'est l'avenir du système social. Au mois de janvier, pardon. Donc, il y a quand même un aspect social, mais la préoccupation pour les inégalités sociales en tant que telle est très forte chez les jeunes, à 27% de mémoire, et elle est suivie de la protection pour l'environnement. À la petite nuance près que si on regarde dans le détail des résultats, les jeunes femmes se montrent beaucoup plus préoccupées que les jeunes hommes par ces inégalités sociales. Ça arrive à 34% chez les jeunes femmes, devant le pouvoir d'achat qui arrive à 31% à égalité avec l'égalité femmes-hommes. Donc, même chez les jeunes, il y a quand même des nuances à observer. Et vous voulez expliquer comment, cette différence homme-femme? Alors, cette différence homme-femme, c'est quelque chose chez les jeunes, en tout cas, Chez les jeunes, chez les pardon, oui. 18-24 ans, pour le coup, c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup d'études récemment. Il y a une préoccupation qui est croissante chez les jeunes femmes pour tout ce qui va être inégalité sociale, égalité femmes-hommes, tandis que chez les jeunes hommes, cette préoccupation existe, mais elle ne sera jamais aussi forte que chez les jeunes femmes. Peut-être que ça changera, mais pour le moment, c'est ce qu'on observe depuis 1 ou 2 ans. Oui, je pense que du coup, ça fait complètement écho quand on parle inégalité sociale, pouvoir d'achat. Et nous, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est des choses qu'on met beaucoup en avant et ces préoccupations, elles sont aussi expliquées par une situation réelle de précarité. Enfin, je pense que la précarité étudiante, on en entend beaucoup parler. Nous, du côté de la FEJ, c'est quelque chose qu'on dénonce et sur lequel on agit par des épiceries solidaires, etc. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça fait des années qu'on n'a pas de réponse en fait à ces préoccupations-là. Donc forcément, elles persistent. Et en fait, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Enfin, nous, les jeunes qu'on accompagne tous les jours, c'est des jeunes qui, sans nous, ne pourraient pas forcément manger, qui, sans nous, ne pourraient pas forcément étudier, qui, sans nous, ne pourraient pas forcément se projeter même sur jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, et encore, le nombre d'étudiants qui sautent des repas, ça reste extrêmement préoccupant. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est normal que ce soit une de leurs préoccupations principales qui reste aussi. C'est parce qu'en fait, c'est leur condition tous les jours. Et c'est une condition qui n'a pas de réponse, ni dans le débat, ni dans les grandes préoccupations. Nous, on parle très souvent de précarité étudiante, et en fait, c'est devenu presque normal. C'est-à-dire que, ok, les étudiants sont précaires, et donc c'est normal que les On a beaucoup hein, étudiants... entendu avec des étudiants qui, finalement, voient ça comme un... qui s'y sont habitués, peut-être même... Ah oui, complètement. Mais même voient ça comme une fatalité, pardon. Une fatalité, exactement. En fait, Bon, même je suis étudiant, donc je suis ouais. ça va être mon moment précaire de ma vie. C'est exactement ça. Alors que je pense que quand on parlait, quand vous voyez les années étudiantes, c'est censé être des années où on se projette dans l'avenir, où on fait des rencontres, où c'est le moment où on s'émancipe aussi de son foyer, on se construit. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les années étudiantes, c'est plutôt des années où on va avoir une anxiété déjà d'avoir une place dans l'enseignement supérieur, ensuite de réussir, vu les sacrifices que nos parents vont faire pour qu'on ait cette place-là, et ensuite de juste pouvoir manger, avoir un logement. Et en fait, ces préoccupations-là vont prendre le dessus et ne vont jamais obtenir de réponse. C'est être complètement normalisé ils ont qu'à travailler, mais les jeunes travaillent déjà de plus en plus en parallèle de leurs études. Et il n'y a pas de prise en compte de ces préoccupations. Et ce qui va amener d'autres conséquences, même sur l'intérêt qu'ils peuvent avoir dans la politique, dans le fait, l'importance du vote. Est-ce que mon vote peut servir à quelque chose, vu que de toute manière, les représentants politiques ne prennent pas en compte mon avis. Donc en fait, à quoi ça sert que j'aille voter, vu que les sujets qui me préoccupent, moi, ne sont pas dans le débat public et je ne les entends pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes s'invitent dans les agendas des hommes et des femmes politiques?
Je pense qu'il y a une Est-ce responsabilité. que c'est voulu, c'est structurel, En fait, ce est-ce qu'il que faut. c'est un dédain Mm. volontaire? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les hommes et femmes politiques, enfin les jeunes, votent moins que la majorité des autres publics. Donc, de fait, un parti politique va avoir moins d'intérêt à toucher cet électorat-là, vu que c'est un électorat qui, de toute façon, est quand même plus, enfin, s'abstient davantage que les autres. Et c'est un peu après un cercle vicieux, parce qu'en fait, les jeunes vont voter moins parce que on ne parle pas d'eux et on ne s'intéresse pas à mettre en place des politiques qui vont parler de leurs préoccupations et qui vont les toucher eux. Et donc derrière, les partis politiques ne voient pas l'intérêt non plus à parler à ce public-là qui de toute manière ne vote pas. Donc quel va être l'intérêt d'un point de vue électoral de parler à un public qui ne vote pas? Et donc on va avoir, même quand on va parler des jeunes en fait dans le débat politique, on va plutôt parler des jeunes. On va parler à leurs parents en fait. On va réfléchir à des politiques qui vont répondre aux envies de leurs grands-parents, de leurs parents, et on va pas leur parler à eux et on va pas chercher à mettre en place des politiques qui sont eux les préoccupent et répondent à eux leurs préoccupations et leur vision des choses. Et donc c'est un peu derrière un cercle vicieux. Et donc on a toute une classe d'âge en fait qui aujourd'hui ne se sent plus représentée, ne voit plus l'intérêt de s'y intéresser. Benoît Landau, on vous parle de politique chez Article 1? On en parle et puis on en fait à notre manière, quoi, en agissant pour la cité. Mais je dirais un peu par rapport à ce que tu dis, nous, comme plein d'associations, chacune a serré les coudes là-dessus, un peu notre pierre à l'édifice sur ça. Un peu, on en parlait tout à l'heure aussi avec l'exemple d'Abigail, mais on accompagne des jeunes, y compris ensuite pour s'engager dans la vie de la cité, comme je disais, avec un programme qui s'appelle entre autres les Different Leaders, et il y en a d'autres, pour justement s'exprimer au moins. Ils trouvent la manière qu'ils veulent, il y a plein de façons, mais en tout cas de s'inviter dans le débat public qui, comme tu dis, ne le va pas forcément leur faire une place ou un niveau d'attention forcément toujours très élevé. Il faut aussi qu'ils prennent la parole, donc aussi ça s'outille, ça peut être aider à la prise de parole, aider à plein de choses, à prendre conscience, à discuter, à se projeter. Voilà, c'est pas non plus inné, tout le monde n'a pas... c'est aussi des compétences pour, je sais pas, même prendre la parole sur des sujets publics et s'autoriser à... C'est un peu l'aboutissement de tout ce qui est prise de confiance en soi, échange avec des pairs, pour aussi que, en particulier nous, les étudiants de milieu populaire qu'on accompagne, puissent de plus en plus peser dans les années qui viennent dans le débat public. Et complètement, et je pense que ça fait écho à autre chose, c'est quand on dit que les jeunes ne votent pas, par exemple, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas intéressés par les sujets et qu'ils ne s'engagent pas et qu'ils n'ont pas envie de participer. C'est juste que leur mode de participation, pour eux, le vote ou par exemple le fait de s'exprimer par ce moyen-là, va pas être le moyen prioritairement qui va être utilisé parce qu'ils se sentent pas représentés en fait par nos représentants politiques actuellement. Et donc c'est pas pour ça qu'on va pas les retrouver dans les marches pour le climat, c'est pas pour ça qu'on va pas les retrouver dans les associations. Et justement, on est une génération qui s'engage beaucoup et qui cherche d'autres modes d'expression pour montrer leur avis, montrer leurs préoccupations et réussir à apporter quand même leur pierre à l'édifice et réussir à faire en sorte de porter le projet de société que eux veulent défendre. Et nous, on le voit dans plein d'associations pour le climat, contre la précarité, etc. On a beaucoup de jeunes qui justement s'engagent de cette manière-là. Comment on fait pour rapprocher leurs mains de la boîte dans laquelle on vote? Par exemple, nous, dans certaines de nos actions, maintenant on travaille entre autres avec une association qui s'appelle À Voter, justement pour aussi joindre les discours. Voilà, et ce qui n'est pas toujours simple, mais de dire, il y a, je sais pas, par exemple, l'insertion professionnelle, mais il y a aussi la citoyenneté, par exemple. Alors, il faut trouver des cohérences, mais on essaye avec d'autres, avec plein d'autres associations, y compris, il y a plein d'associations qui sont spécialisées là-dessus. Nous, c'est un petit peu à côté et complémentaire, mais de porter ce discours-là. Nous, ça passe aussi, prendre confiance dans son avenir, idéalement, c'est aller jusqu'à le vote, prendre une place de citoyen. Mais c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, si la première préoccupation au quotidien, c'est avoir à manger, avoir un toit, c'est compliqué aussi de passer l'ensemble des messages au même moment à un jeune quand il est le plus en difficulté. Complètement. Et nous, on met aussi en place de la sensibilisation sur l'importance du vote, etc., sur les périodes électorales. Je pense aussi qu'il y a un cap à faire entre l'engagement et passer la porte d'une asso, aller dans une marche pour le climat, faire comprendre que ça, généralement, quand on le fait en tant que jeune, on le fait parce que on veut défendre une vision de l'avenir qu'on a, et c'est faire comprendre qu'on peut aussi, même si on ne croit pas forcément actuellement les personnes qui se présentent à une élection, aller mettre le bulletin dans l'urne, ça fait aussi partie de défendre cette vision-là. Et donc c'est comment on arrive à faire comprendre, même à des jeunes, des fois déjà engagés par d'autres formes, que s'ils veulent porter une vision, ils ont aussi cet intérêt à aller jusqu'à l'urne et leur faire comprendre que déjà leur engagement qu'ils ont dans leur asso, dans leur marche, c'est un engagement qui est politique et que c'est pas antinomique justement le vote et l'engagement qu'on va avoir dans une asso ou par d'autres modes d'engagement. Et nous là-dessus pareil, on a des actions, là on met en place des états généraux même sur la démocratie. En fait, on essaye de permettre aux jeunes de s'exprimer, de leur demander en fait qu'est-ce qu'ils voudraient changer
dans le modèle aussi démocratique, pourquoi ils ne s'y retrouvent pas, pourquoi ce mode d'expression ne répond pas en fait à eux, leur façon dont ils aimeraient s'exprimer, comment ils voudraient changer les choses, parce qu'en fait là actuellement nos grands-parents votent plus que nous, mais en fait c'est notre avenir qui se dessine dans ce qui est en train d'être décidé par les politiques actuellement, et donc nous il faut qu'on trouve un moyen aussi de pouvoir nous exprimer notre génération, parce que c'est notre avenir qui se dessine, quoi. Diane Lamotte, je vous ai vu froncer les sourcils. Alors, si on veut parler un peu du vote des jeunes, quand on regarde les élections législatives anticipées de 2024, c'est vrai que les jeunes ont voté à 48% pour les listes du nouveau Front populaire. Encore une fois, quand on regarde dans le détail, on retrouve cette division encore entre les femmes et les hommes, où les jeunes femmes ont davantage voté pour les listes de cette union que les jeunes hommes. Il me semble que les jeunes femmes ont voté à 54%, donc les femmes de 18 à 24 ans ont voté à 54% pour ces listes-là, et c'est 41% chez les jeunes hommes. Donc effectivement, il y a cet intérêt pour les inégalités sociales qui se reflète dans le vote. Et enfin, la deuxième liste pour lesquelles les 18-24 ont le plus voté, c'est celle du Rassemblement national. 34% aux européennes, nous dit Jeff. Ce qui était moins le cas avant. Oui. Maintenant qu'on a posé ce constat, qu'est-ce qu'on a comme outil qu'on pourrait redéployer? Là, on a donc la motion de censure n'est pas passée. On va avoir la France aura toujours un gouvernement, elle aura certainement un budget. Quelles armes on peut dégainer pour changer un peu tout ça? Puisqu'il nous reste 17 minutes, c'est assez peu pour faire un plan. On peut en dire quelques-unes. Ah oui, je pense qu'il y en a pas mal. Et c'est ce que. Qu'est-ce qui nous a manqué là? Où est-ce que ça a déconné en fait, en gros, hein? En fait, je pense qu'il y a eu le Covid, vous en avez parlé tout à l'heure. Abigail en a parlé un peu, qui est à votre place. Où ça a foiré, quoi. En fait, je pense que, mais c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est si on veut que les jeunes se réintéressent aussi à la politique, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte leurs préoccupations, et il faut qu'on leur permette de pouvoir s'y intéresser. Quand, en effet, ma préoccupation, c'est comment je vais manger dans 4 jours, réussir à se projeter sur quel projet de société j'ai envie de porter, c'est pas si évident que ça, même si... malgré tout, nous, quand on va questionner les jeunes, ils ont des choses à dire. C'est juste que leur préoccupation première, ça va être comment je finis la semaine avant de savoir qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment je m'intéresse à la politique. Mais il y a plein de façons d'agir. Il y a déjà répondre à leurs préoccupations, donc mettre en place des mesures qui permettent d'éviter d'avoir une génération dans la précarité ou qui n'a pas accès au logement ou qui rencontre des difficultés même d'accès à l'enseignement supérieur, d'accès à l'éducation. Enfin, je pense qu'il y a toutes ces questions-là aussi de comment on arrive à mettre les jeunes, à prendre réellement en compte, mettre des politiques qui vont répondre en fait à leurs besoins, investir tout simplement dans la jeunesse et contre la précarité étudiante par exemple. Il y a beaucoup de promesses de campagne qui avaient été faites en ce sens, et pareil, qui sont pas forcément tenues, et je pense que ça donne pas non plus confiance. Et après, il y a aussi toute la question de toutes les actions qu'on peut mettre en place, même qui vont permettre de rapprocher tout ce qui va être éducation morale et civique, éducation à la citoyenneté, toutes les actions que les associations peuvent mettre en place pour conscientiser aussi sur le système démocratique, comment on peut exprimer notre avis, parce que nous, ce qu'on s'était rendu compte même pendant les européennes, c'est qu'en fait la plupart des jeunes à qui on parlait n'avaient même pas conscience de ce pourquoi ils étaient en train de voter. Et je pense même la plupart des citoyens, il y a une méconnaissance aussi de ce pourquoi on est en train de voter, et on met notre bulletin dans l'urne par rapport à ce qu'on a pu entendre, mais on ne comprend même pas forcément ce que c'est le Parlement européen, on ne comprend même pas forcément ce que sont ses compétences, on ne comprend même pas forcément... Les institutions qui sont un peu trop éloignées, oui, c'est ça? Éloignées, et une méconnaissance, une incompréhension de ce qui va se jouer derrière, alors que par exemple à l'échelle européenne, on peut jouer beaucoup de choses concernant l'écologie, qui est une des principales préoccupations des jeunes, mais c'est pas des choses forcément qui sont très lisibles pour la plupart des jeunes quand on va discuter avec eux en tout cas. Et alors, peut-être pour compléter aussi, parce qu'il y a plein de manières par rapport à votre question sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, quelles armes on a pour préparer demain. Justement, nous, parmi toutes les actions, notre plateforme de mentorat s'appelle justement demain.org, voilà, pour construire demain. Et donc, entre autres, tous les étudiants qui nous écoutent ou qui nous regardent peuvent s'inscrire pour qu'on les mette en relation avec un mentor, comme on a vu tout à l'heure avec Abigail, et tout ce que ça permet, qu'on soit plus ou moins en difficulté, besoin de confiance en soi, d'informations pour préparer, c'est réussir ses études ou préparer son insertion pro, des conseils sur les codes, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais du coup, c'est aussi tous les adultes qui peuvent s'inscrire pour s'engager en tant que bénévole comme mentor sur le même site, donc demain.org, pour que là aussi, eux, c'est une façon de s'engager pour
à son niveau, essayer de contribuer un peu à améliorer ça dans la société, et donc aider sur un temps que chacun choisira, ou plus ou moins 1 heure par semaine pour faire très simple, d'aider des jeunes dans ce moment qui est devenu encore plus dur qu'il était pour les générations précédentes. Cristalgre dans le chat, salut Cristalgre, qui est là depuis tout à l'heure, reste avec nous, c'est chouette, qui dit s'attacher à un territoire, c'est participer à se sentir citoyen dans sa communauté. Dans son crous seul à Créteil, comment on peut se sentir citoyen ? Je pense que la question, c'est aussi comment nous, on arrive à faire en sorte, mais ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la question que quand on ne sait pas comment on va manger et qu'on est isolé tout seul, en fait, comment on peut se projeter sereinement. Et nous, ce qu'on voit, c'est que même depuis notamment la crise Covid, mais même avant, il y a de plus en plus d'isolement aussi social chez les jeunes, des problématiques, chez les jeunes, chez les étudiants encore plus, des problématiques de santé mentale qui en découlent et qui ne sont pas que dues à ça, parce que la santé mentale, on va souvent se dire il faut qu'on traite la santé mentale par la mise en place d'accès aux psy, etc. Mais il faut aussi traiter les causes en fait, de pourquoi on a des problématiques de santé mentale, et on a souvent qu'une façon de lire les choses qui va être on va mettre en place des mesures curatives, on va faire de préventif, on va pas se poser la question de si on répondait aux autres problématiques. Et justement, nous, avoir des associations étudiantes qui permettent de dynamiser, de permettre la rencontre, et en fait, on donne pas assez on met pas assez ça en avant, mais en fait, quand on arrive dans une ville seul, c'est une phase en fait où on arrive seul dans une ville, on est anxieux quand on devient étudiant, on est anxieux de notre avenir, on sait pas on est généralement dans des situations quand même d'assez grande précarité, et on a un job étudiant à côté, on a peur de ne pas réussir ses examens, et en fait cette situation-là, elle ne permet pas en fait de pouvoir en effet s'investir dans la citoyenneté ou dans d'autres choses. Et donc nous aussi, d'avoir un réseau d'associations, et c'est ce qu'on essaye de faire sur la plupart des territoires, c'est de refaire du lien, essayer de permettre aux gens de se rencontrer, essayer de permettre l'entraide, de permettre de renouer avec d'autres êtres humains. Et typiquement dans les états généraux de la démocratie dont je parlais tout à l'heure, on met en place des ateliers aussi où les assos font vraiment de l'aller vers, de la sensibilisation au fonctionnement de nos médias. On va vers des jeunes, on rencontre des jeunes qui même parfois sont seuls, on leur ouvre une porte à l'engagement dans une asso, à faire des rencontres, à recréer ce lien-là avec d'autres personnes et à donner leur avis en plus sur le fonctionnement de nos institutions, de la démocratie, etc. Et ça, on voit que les jeunes, ça leur fait du bien en fait, juste de voir des gens, de discuter, de pouvoir donner leur avis, qu'on leur demande leur avis, d'avoir des portes ouvertes à l'engagement dans des assos. Et ça, en fait, c'est en complémentarité de toutes les autres mesures qu'on met en place contre la précarité ou des choses comme ça, en fait. Et puis, je repense aussi à ce que Abigail nous disait tout à l'heure. C'est-à-dire par rapport à l'isolement qu'elle a eu, elle a trouvé une communauté d'autres étudiants de pairs un peu dans la même situation qu'elle, avec donc d'autres étudiants mentorés par article 1. Donc dans ces cas-là, je dirais aussi aller sur demain.org pour être mis en relation aussi avec d'autres étudiants. Et l'autre chose, c'est que typiquement sur des résidences, par exemple comme celle du Crous dont vous parlez, nous on a aussi un autre programme qui s'appelle Maison, pour justement essayer de transformer un peu ces résidences en lieu de vie, des jeunes qui se voient, qu'on anime, qui vont faire des soirées, qui vont monter des projets aussi citoyens pour, par exemple, agir sur leur quartier. C'est un truc qu'on fait dans plusieurs résidences, et on en parle aussi avec les Crous qui regardent ce qu'on fait là-dessus et qui font un boulot pas facile, parce que je dirais, les baisses de budget, c'est aussi un peu pour tout le monde, voilà. Et donc c'est aussi pas facile d'animer ça, et donc il y a plein d'initiatives locales. Là on parle d'article 1, on pourrait parler d'autres et de toutes celles qui seront à la FAGE, pour essayer quand même même si on a moins de moyens, de porter ce qu'on peut et d'aider un peu, d'outiller les étudiants pour que chacun à son niveau essaye de faire école et d'embarquer d'autres jeunes dans ce moment qui est pas facile, quoi. Tous ces jeunes là, ils vont commencer des études ou alors ils vont arriver sur le marché professionnel. Est-ce que vous constatez des aspirations peut-être différentes ? Moi, je dirais que... Après, je n'ai pas de chiffres mais en tout cas, quand on... Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle... C'était à la place d'Abigail. Quand on parle à des jeunes, c'est vrai que nous, on a cette impression qu'il y a quand même, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'appréhension, que ce soit sur l'entrée dans l'enseignement supérieur ou sur l'entrée sur le monde du travail, de ne pas réussir à se projeter sereinement dans un avenir. Juste, est-ce que je vais réussir à m'insérer ? Est-ce que je vais réussir à avoir une place avant dans la formation de mon choix ? Est-ce que cette formation va me plaire ? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout ? Comment je réussis à aller jusqu'au bout avec tous les facteurs que je pouvais présenter tout à l'heure, précarité, question de juste orientation et difficulté d'orientation, parce que ça, je pense que c'est des choses aussi sur lesquelles on peut s'entendre, et donc qui mettent beaucoup de difficultés, mais on voit qu'il y a quand même une envie d'avoir de plus en plus un métier qui a du sens, peut-être pas le même toute sa vie, réussir à
à en fait trouver du sens et donner du sens à ça va avec le fait qu'on a beaucoup de jeunes qui s'engagent, donner du sens à l'emploi futur qu'on va avoir et réussir à ce que pour nous ça aille avec la vision de ce qu'on veut porter plus tard aussi pour la société, quoi. Bah, effectivement, enfin, je pense qu'il y a un peu de choses. En vrai, je pense que les attentes des jeunes aujourd'hui par rapport au monde du travail sont pas non plus fondamentalement totalement différentes de celles qu'on a pu connaître pour ceux ici qui sont un peu moins jeunes, on va dire. Voilà. Bien Donc, aimable. entre autres, voilà. Enfin, non, mais je veux dire, typiquement aussi, il y a des sujets de salaire et qui sont aussi compliqués parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est quelle que soit sa génération, les salaires n'ont pas augmenté autant que les prix. Donc, c'est aussi pour ça que c'est encore plus dur pour eux aujourd'hui. Voilà. Après, effectivement, sur le côté recherche de sens, et ça, nous, on essaie de bosser là-dessus aussi avec d'autres associations pour, en gros, que, par exemple, tout ce qui est métier de la transition écologique soit pas un truc de bobo, mais que, quelles que soient les études qu'on a fait, y compris pour ceux qui hésitent, qui veulent peut-être se réorienter, il y a des métiers là-dessus qui doivent être peut-être aussi davantage mis en avant parce que ça correspond à des attentes des jeunes et parce qu'on a besoin, globalement, nous, au niveau de la société, que ces actions elles aient lieu. Voilà, donc on essaie de porter des choses comme ça, mais après, non, ils se ruent pas tous sur une filière plus qu'avant. Il n'y a pas non plus des tendances, enfin, je crois pas qu'ils soient non plus à 180 degrés de ce qu'on a pu connaître il y a 10 ou 20 ans. Vous avez interrogé du regard Diane Lamotte. Oui, je voudrais revenir sur la question de l'école et des études supérieures. Très clairement, les jeunes sont loin d'imaginer l'école comme un vecteur de méritocratie, comme un moyen de progresser socialement. Tout effleurer la question que j'allais vous poser. Voilà. Il y a plein de jeunes qui estiment que leur diplôme ne garantissent plus une insertion professionnelle réussie. Est-ce que vous partagez ce constat, Diane Lamotte? Allez-y. Alors, au-delà de ce constat, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont nombreux à penser que, premièrement, l'école ne garantit pas les mêmes chances à tout le monde. Ils sont 62% à penser ça. Et au-delà de ça, que les études supérieures ne sont pas accessibles pour tout le monde. Donc là, on rejoint un peu le témoignage d'Abigail et ce qu'on racontait précédemment. Mais cette idée que l'école et les études supérieures, on parle de deux choses différentes, ne garantissent pas un moyen de s'élever socialement est une idée très très présente chez les jeunes. Et je pense que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que en fait, l'enseignement supérieur, l'école, ça doit être des leviers aussi justement d'émancipation, de permettre, c'est le moment où le jeune il doit pouvoir faire ses choix, réussir à se projeter, réussir même pendant à l'école, réussir par l'orientation à se construire aussi un avenir, voir où il veut aller. Et en fait, à partir du moment où enfin, même nous, on voit aussi beaucoup d'autocensure, de jeunes qui se disent de toute façon, j'aurais pas ma place dans l'enseignement supérieur, de jeunes qui se disent qui n'ont même pas. Enfin, nous, quand on leur parle, ils n'avaient même pas de visibilité sur l'ensemble des filières qui existaient ou sur le fait qu'en fait, s'ils peuvent, ils peuvent tenter leur chance, ils peuvent réussir. Plus disponible qu'avant. Pardon ? Alors que l'information paraît plus disponible qu'avant. En fait, il y a un flot d'informations, mais pas forcément d'informations qui va être juste ou qui va être. Enfin, là, ce qu'on voit typiquement sur la question de l'accès à l'enseignement supérieur au moment de l'orientation, c'est qu'on a aussi une information autant qu'on a de la désinformation sur quelle filière, sur même ce que c'est l'université, par exemple, aujourd'hui, avec une vision de il vaut mieux aller dans une école privée, dans quelque chose qui va coûter très cher, qui n'est pas forcément accessible. Et donc, on a aussi beaucoup d'écoles qui sont développées comme ça. Et du coup, ce côté, l'université, c'est quelque chose qui va pas forcément me permettre en fait de trouver un métier derrière, qui n'est pas forcément une formation qualitative. Enfin, on a de plus en plus de discours comme ça qui sont en fait qui sont faux et d'écoles aussi qui vont un peu participer de ce moment d'anxiété chez les jeunes de je ne sais pas si je vais avoir une place, je ne sais pas comment je vais m'insérer, qui vont donc aller sur ce volet-là et dire venez chez nous, vous avez juste à payer tant, mais par contre vous êtes sûr d'avoir votre place et par contre derrière c'est même pas un diplôme en effet qui vaut vraiment quelque chose et qui permet aux jeunes de s'insérer. Et en fait ça c'est des choses qu'on constate vraiment, ce côté profiter de cette anxiété des jeunes. Mais en fait, ça témoigne aussi plus globalement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, si on veut que les jeunes se projettent sereinement dans l'avenir, il faut répondre à leurs préoccupations et mettre des moyens. En fait, investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir, c'est aussi investir dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, permettre d'avoir des moyens d'accueillir tous les jeunes qui le souhaitent dans l'enseignement supérieur et investir dans l'orientation. Enfin, en fait, c'est tout ça. C'est que derrière, si on veut une information juste, si on veut permettre aux jeunes de se projeter sereinement, faut mettre les moyens de lui permettre. Et actuellement, c'est pas forcément le cas. Turbo dans le chat dit il faut un revenu étudiant car on n'a pas tous les parents blindés de thunes. Salut Turbo. C'est un des problèmes.
Oui, complètement. Sur l'accès à l'enseignement supérieur, la précarité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai problème. Nous, ça fait des années qu'on dit que le système d'aide sociale ne répond pas aux Comment on besoins résout des ça, étudiants et oui, des avec de jeunes. l'aide sociale, avec Bah, un revenu pour tous les étudiants? Nous, ce qu'on Que porte, suggère c'est Kyle dans le chat, ouais, par nous, ce qu'on exemple. porte, c'est une réforme des bourses étudiantes, en effet. Pas exactement un revenu étudiant, parce qu'on voudrait qu'il y ait un côté territorialisé qui permette justement une adaptabilité réellement à la situation propre du jeune. Mais en tout cas, actuellement, dans le système d'aide sociale, l'étudiant est toujours considéré comme l'enfant de ses parents. Et au-delà de ça, on a un système où il y a plein de trous dans la raquette. Et on voit depuis des années, au vu de l'état de la précarité, qui ne répond pas aux besoins des étudiants. Il y avait eu plusieurs promesses de réforme de ce système quinquennat après quinquennat. Et en fait, on ne l'a toujours pas vu. Et donc, on a toujours un système qui ne permet pas aux jeunes de vivre de façon sereine, qui ne permet pas aux jeunes de se nourrir en dehors de l'aide alimentaire pour beaucoup d'étudiants. Et donc ça, en effet, c'est quelque chose qu'on demande et qu'on continuera de demander. Et chaque année, on sort un indicateur du coût de la rentrée où chaque année, on voit que la précarité est toujours bien présente et ça ne permet pas aux jeunes de se dire que les études supérieures sont accessibles. Enfin, en fait, ce côté un peu banalisation de la précarité, et en fait, les études supérieures, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont les moyens d'être aidés, en fait. Benoît? Non, mais enfin, je peux que souscrire en tout. souscrire à ça. Enfin, c'est ce paysage qu'on connaît. Après, c'est entre autres pour ça que Article 1 ou d'autres associations ont une aide renforcée pour les boursiers. Pour faire simple, alors pas que, il y a plein de cas de figure, comme tu le dis, mais bon, pour faire simple. Voilà, et encore une fois, échelon 0, échelon 7, c'est pas pareil. Mais il y a aussi un tissu associatif qui vient, je dirais, faire ce qu'il peut à côté d'une situation public, social qui est difficile. Et aussi, parce que il y a beaucoup de facteurs dans cette histoire, mais entre autres, l'éducation nationale ne va pas hyper bien. Donc il y a plein de profs, heureusement, qui dans les lycées, avec lesquels, entre autres, nous on travaille, ou beaucoup d'autres, voilà, pour apporter ces compléments d'information, comme je dis, pour que les jeunes ne soient pas en stress devant Parcoursup, entre autres, ou à plein d'autres moments, mais pour avoir vraiment les bonnes infos qui les rassurent eux. Voilà. Mais sinon, c'est sûr que la situation est pas simple. Et beaucoup de profs ou de personnel dans les lycées globalement font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités et des difficultés qui se cumulent. Voilà. Chers amis, il est 18h58 passé de 14 secondes. C'est quasiment déjà l'heure de nous quitter. C'est en tout cas l'heure du mot de la fin ou celui de la suite. Diana Motte. C'est la patate chaude que je refile à mes invités pour conclure. Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a la question des revenus. Nous, ce qu'on a observé dans cette enquête avec article 1, c'est aussi la variable des diplômes des parents qui est très importante. C'est-à-dire que les personnes dont les deux parents ont un diplôme du supérieur sont beaucoup plus confiantes vis-à-vis de leur avenir professionnel, vis-à-vis de leurs études supérieures. Tandis que les personnes qui ont des parents dont aucun n'a un niveau égal au baccalauréat se sentent beaucoup moins confiantes et ont expriment beaucoup moins d'optimisme vis-à-vis de l'avenir. Merci Diana Motte, Benoît Landau, le mot de la fin, le mot de la suite. La suite, je vais redire. La suite, c'est demain. Et donc, je vais redire donc demain.org. Que vous soyez étudiant et que vous voulez être aidé, ou que vous soyez adulte et que vous voulez donner un peu de votre temps pour aider des étudiants, inscrivez-vous sur demain.org. Et c'est une des nombreuses actions qui pourra apporter votre pierre à l'édifice sur ces difficultés-là. Lisan, le mot de la FAGE. Le mot de la FAGE, continuer. On demande toujours d'investir contre la précarité étudiante, investir dans l'avenir, investir pour les jeunes et surtout pour tous les jeunes qui nous écoutent. N'hésitez pas aussi à vous engager, à vous rapprocher d'associations, à vous rapprocher si vous êtes en difficulté d'associations du réseau de la FAGE ou même d'autres associations d'aide alimentaire qui pourraient vous accompagner, d'article 1 sur toutes les questions aussi de mentorat. Je pense que vous n'êtes pas seul et il y a des aides qui sont à disposition pour vous. Et pour vous exprimer sur le modèle démocratique, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous. On fait une enquête en ce moment qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Et non, les jeunes ne se tairont pas parce qu'on a des choses à dire pour l'avenir. Tu aurais dû faire de la radio, vous m'amenez presque à 19h, pile 18h59, passé de 57 secondes. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci Sergio qui nous dit super émission. Merci pour les partages. Merci Sergio, c'est très sympa. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, mais bien sûr que vous le savez. Le stream est aussi disponible aussi en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit sur Discord. Ce sera plutôt demain soir. Jules va peut-être mettre le lien dans le chat. Merci à vous, bien sûr, dans le chat. Merci pour vos questions, vos humeurs bienveillantes. Vous n'étiez pas très causants ce soir, mais vous étiez très, très nombreux. Donc moi, ça me va très bien. C'est toujours, en tout cas, très chouette de vous lire et de vous compter toujours très, très, très nombreux. Merci aussi à Jérém Alamodé qui vous censure
qui vous fouette un peu quand vous êtes désagréable, même vous ne l'êtes jamais. Merci à ma droite, à Cyril Belta à la Réal, merci à Stéphanie Berlu au visuel, à France Info, 4e étage de la Maison de la Radio. On se retrouve dès demain pour 2 autres heures de stream, avec au programme, je pense, des États-Unis, de la bande de Gaza et de l'Algérie, cher Camille Rio. Camille, c'est le programmateur du stream. Salut Camille, comment ça va? Camille il est épuisé. Non, bon, ça va très bien. Au programme, du coup, demain, de sujets passionnants. On va parler de Donald Trump, président des États-Unis, qui a reçu le Premier ministre israélien ce mardi 4 février. Au cours des discussions, une déclaration choc de Donald Trump qui a évoqué vouloir, je cite, une prise de contrôle à long terme de Gaza, une proposition aussi ambitieuse que controversée. Une idée qui soulève de nombreuses questions sur sa faisabilité, évidemment, et ses conséquences géopolitiques. En second plateau, nous aurons un sujet tout aussi passionnant, historique. Nous reviendrons sur la relation fluctuante entre la France et l'Algérie. Pourquoi les relations entre les deux pays se tendent à nouveau? Si vous voulez tout comprendre de ce sujet, nous nous retrouvons demain, même endroit, même heure. Camille qui a dû débooker 6 invités, en rebooker d'autres en à peine 10 heures. Bientôt la Camille, programmateur du stream. Rendez-vous donc demain, même endroit, même heure. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.